Merci au public nombreux d'être venu une fois de plus ce soir pour cette première rencontre tropicale de l'année qui suscite beaucoup d'intérêt et qui est motivée par le désir de Romuald Sciorra de venir présenter son livre. Je le laisserai se présenter lui-même rapidement, en même temps qu'il présentera son livre. Il a accepté de venir débattre avec une de ses consoeurs auteurs qui a écrit un essai il y a déjà quelque temps, mais exactement sur le même sujet. Pas pour en dire exactement la même chose, Nathalie Hennick. Merci. Qui sera donc l'animatrice principale, qui va, dans un premier temps, après la présentation de l'ouvrage, débattre avec lui. Et ensuite, nos deux auteurs participeront au débat avec le public qui suivra. Là-dessus, je vous laisse la parole, Romuald, à vous l'honneur. Merci. Bonsoir, merci d'être ici. Merci à Nathalie d'avoir bien accepté de... Je la taquinais dans le livre et je suis donc ravi qu'elle soit là ce soir et qu'on puisse avoir ce débat avec vous. En quelques mots, je suis essayiste, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, où je dirige l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis, basé aux États-Unis, où je vis. J'ai la double nationalité, je suis franco-américain. Pourquoi ce livre alors que mes champs d'expertise sont les Nations Unies, avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années, et les États-Unis? Pourquoi ce livre? Pourquoi cet essai? Pourquoi aller vers le terrain du sociétal, qui est plus le terrain de Nathalie que le mien? Tout simplement parce que je me suis intéressé au phénomène woke, bien évidemment, en tant qu'Américain, et en tant que Français, j'ai envie de partager mes vues, mon expérience à travers quelques articles qui sont sortis il y a un peu plus d'1 an. Il y a eu des réactions très positives, très négatives, et de là, je me suis plongé, je racontais au début du bouquin, je vais à Montréal. La France me manque parfois, et surtout ses librairies, donc dès que je peux, je fais un saut d'avion à Montréal et je me balade dans les bookshops pour acheter des bouquins, faire mes provisions, et je suis tombé sur une tonne de livres, certains de grande qualité, très bien écrits, très bien argumentés, anti-woke, et beaucoup, alors que, en gros, pour synthétiser, pour moi, le wokisme comporte des excès qui sont insupportables. Je le dis bien et je le dis clairement aujourd'hui, en préambule, que beaucoup de choses sont évidemment, je ne parle même pas de l'horrible cancel culture que je considère comme le ver dans la pomme du wokisme et comme un cancer dans notre société, mais que néanmoins, il y a des choses très positives dans ce mouvement et qu'il me semble important d'en débattre auprès du public français, en essayant d'analyser, bah écoutez, ça, oui, non, vraiment, ça, bah écoutez, non, je pense que là, il y a des pistes, que ça, c'est positif, etc., etc. Je pense un peu plus en faveur des théories woke que du contraire, mais je reste, je crois, du moins assez réaliste et assez critique quand il faut l'être. Donc bref, l'idée de ce bouquin, de répondre à des intellectuels de grande qualité, on a la chance d'avoir l'une d'entre eux parmi nous ce soir. Demain matin, je serai avec Alain Finkielkraut à Réplique. L'ambiance sera assez différente. Que j'attaque plus méchamment, parce que vraiment, Nathalie, c'est gentil. Et puis bon, c'est un bouquin écrit sur un ton voltairien aussi. Il ne faut pas toujours prendre ça au pied de la lettre. Avec Finkielkraut, j'y vais un peu plus. On parle, et je me permettrai de conclure là-dessus, on parle aussi d'une grande intelligence. Et j'ai fait une interview dernièrement à Marianne où j'ai dit que, ils m'ont invité ensuite, donc ça prouve que c'est un homme ouvert au débat, que lorsqu'il a dit le wokisme est un antisémitisme, alors là, ça m'a fait bondir. On ne va pas rentrer dans le débat de Gaza, la Palestine ici, mais on pourrait se dire, pourquoi pas, mais c'est un autre débat, et on ne va pas l'ouvrir ce soir, que pourquoi pas, certains woke seraient plus ou moins, je ne pense pas, mais antisémites, mais c'est un autre débat. Mais dire que le wokisme, en général, est un antisémitisme, c'est-à-dire que la pauvre gamine qui lutte pour le droit LGBT en Afrique, ou une gamine qui ne se sent pas à l'aise dans son genre et qui veut faire une transition de genre, on admet ça ou pas, mais donc antisémite. Non mais laissez-moi rigoler. Quand on est face à une intelligence telle que Finkielkraut, on a envie de répondre. Donc voilà, ce livre et cette réponse, et un débat que je propose au public français et à ses intellectuels, en sachant que oui, je penche un peu plus du côté du wokisme, mais que je suis entièrement d'accord avec eux. Beaucoup de choses sont quand même à jeter à la poubelle. Voilà.
Alors, je vais prendre la parole pour interroger notre auteur, c'est ça? Je pense qu'il le sollicite. Voilà. Ah, oui. Bon, alors, je passe sur quand même des petits qualificatifs qui ne m'ont pas empêché de venir. Mais je serai une disciple de Solzhenitsyn, j'aurais été autrefois de gauche, et je représenterai une certaine intelligentsia conservatrice française. Je m'inscris en faux contre ces trois, mais je me présente comme une femme intelligente, voilà, et très plaisante. Mais j'expliquerai pourquoi. Et donc, la disciple, soi-disant, de Solzhenitsyn, ex de gauche, va essayer de dialoguer avec vous et d'essayer de comprendre en quoi ma position anti-woke est une position totalement de gauche. Alors, d'abord, j'étais un tout petit peu étonnée dans votre livre. Alors, vous faites une chose que font tous les partisans du wokisme, à savoir, vous mettez en avant, et c'est tout à fait justifié, ce qu'il peut avoir de positif, c'est-à-dire la lutte contre les discriminations. On est tous d'accord avec ça, toute forme de discrimination contre les femmes, contre les homosexuels, contre les noirs, contre les arabes, etc., est inacceptable et doit être corrigée. Pour ça, on est exactement sur le même plan. Le problème, c'est que le wokisme le fait d'une façon qui me paraît non seulement très problématique, mais même contraire aux valeurs progressistes. Et pour ça, je vais insister sur un petit détail, quelque chose qui manque dans votre livre, que j'ai lu ligne à ligne, c'est le mot communautarisme. À aucun moment, vous n'avez prononcé ce mot, alors que ce que j'explique dans mon propre livre, le wokisme serait-il un totalitarisme, c'est que le wokisme, c'est ce qui se produit à l'intersection, d'une part, du communautarisme, qui consiste à considérer que tout individu peut être traité en tant qu'il appartient à une communauté et que ça lui conférerait des droits. C'est là le fondement de la conception américaine de la citoyenneté, alors qu'en France, nous savons tous que les individus, les citoyens existent comme individus, indépendamment de toute communauté, même si de fait ils appartiennent à des collectifs, mais cette appartenance ne leur confère aucun droit. Donc le wokisme se produit à l'intersection de ce communautarisme typiquement américain et d'une obsession systématique, d'une réduction de l'ensemble des rapports dans le monde social au couple dominant-dominé, discriminant-discriminé, dominant-dominé. Et lorsque vous croisez les deux, vous obtenez toutes les facettes du wokisme, c'est-à-dire un néo-féminisme assez inquisiteur qui considère que tous les hommes sont forcément, étant dominants, des méchants, exploiteurs, représentants de l'horrible patriarcat, etc. Vous avez également tout ce qu'on appelle le décolonialisme et donc l'idée que dans les sociétés occidentales, nous serions toujours sur un régime de type colonial et que nous aurions à expier le colonialisme de nos ancêtres. L'intersectionnalité qui est l'idée que toute personne, enfin les discriminés subissent des discriminations multiples, par exemple des femmes arabes ou noires, bon, et puis la protection systématique de toute forme de revendication de reconnaissance d'une orientation sexuelle, y compris lorsqu'elle ne devrait concerner, me semble-t-il, que l'intimité des personnes, et cette idée que ces formes d'orientation sexuelle conféreraient des droits aux personnes, et ça va jusqu'à des revendications transidentitaires qui sont aujourd'hui extrêmement présentes et extrêmement virulentes. Donc tout ça constitue la configuration du wokisme. Les woke nous disent, nous qui nous opposons, et nous sommes très nombreux à nous y opposer, nous disent que ça n'existe pas parce que c'est n'importe quoi et qu'on met tout là-dedans. Non, on ne met pas tout, on met ces différentes... Non, mais on met ces différentes facettes qui, encore une fois, relèvent de la jonction du communautarisme et de l'obsession pour la domination. Et c'est en cela, me semble-t-il, qu'il y a un problème, puisque, comme j'essaye de l'expliquer dans mon livre, ça produit, à partir d'un point de départ parfaitement légitime et positif, donc la sensibilité, l'éveil, woke aux discriminations, ça produit des formes très problématiques et qui, je pense, frisent ce que j'ai appelé un totalitarisme d'atmosphère, c'est-à-dire évidemment pas un régime totalitaire. Vous m'accusez de prétendre que le wokisme, ce serait une forme d'hitlérisme. Je ne suis jamais allée quand même jusqu'à dire ce genre de bêtises. Bon. Mais le totalitarisme d'atmosphère, c'est d'une part
l'obligation faite à tout un chacun de s'affilier à des communautés et d'être considéré, quels que soient les contextes, comme membre d'une communauté. Par exemple, je devrais tout le temps me définir comme femme, me considérer comme femme, etc., y compris dans des contextes où ça n'a rien à voir, comme celui-ci, par exemple. Bon. Donc, il y a une première forme d'assignation extrêmement problématique parce qu'elle oblige les gens à s'inscrire dans des communautés auxquelles ils n'ont pas forcément envie de s'assimiler, quels que soient les contextes. Bon. Deuxième caractéristique du totalitarisme d'atmosphère, c'est la mise en avant des idéologies contre la rationalité scientifique. Et on le voit aujourd'hui à l'université où des enseignants woke s'autorisent à faire du militantisme dans le cadre de leur travail universitaire. J'avais déjà dénoncé cette tendance il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans, dans un tract chez Gallimard intitulé « Ce que le militantisme fait à la recherche ». Et là, on a une forme de dédain envers le savoir, envers les connaissances, envers l'objectivité, la visée d'objectivité scientifique, qui rappelle malencontreusement et étrangement et pas pour rien des formes de stalinisme et de ce qu'on appelle le lysinkisme, cette idée que l'idéologie devrait l'emporter sur la science. Et la troisième forme de totalitarisme d'atmosphère, c'est le mépris total de la liberté d'expression dont font preuve les woke, notamment avec ce qu'on appelle la cancel culture, c'est-à-dire lorsqu'ils s'autorisent à empêcher de parler des gens qui ne pensent pas comme eux, et dont vous dites que c'est un cancer, et vous avez bien raison, mais je pense que ce n'est pas du tout par hasard, parce qu'on est vraiment avec la cancel culture dans cette obsession, cette dictature des communautés, et donc ça n'est pas simplement un excès du wokisme. La cancel culture est constitutive du wokisme, puisque le fait de se définir comme une minorité dominée donnerait droit à toutes les formes de censure et d'interdiction de la parole d'autrui. Donc je suis beaucoup plus sévère avec vous parce que je pense que vous traitez comme un petit problème comme ça, accessoire, quelque chose qui est vraiment constitutif du wokisme. Donc voilà un petit peu les reproches que j'ai à vous faire dans ce livre. Et par ailleurs, ce que vous ne dites pas, et c'est quand même un des gros problèmes du wokisme, c'est que c'est l'effacement de la question sociale. C'est-à-dire que dans la logique woke, on est uniquement dans des histoires de différence des sexes, dans des histoires de race, dans des histoires d'orientation sexuelle. Et la question de la hiérarchie sociale et des discriminations liées spécifiquement au statut social disparaît. Voilà. Vous avez tout à fait raison, il n'y aura pas de débat parce que je suis d'accord avec beaucoup. Mais on ne dirait pas quand on vous lit quand même. Je blague. Voilà. Je me permets donc juste, puisqu'il faut quand même qu'on se contredise et qu'on se contredise un petit peu, pour ceux qui seraient intéressés, je renvoie, il y a eu un 4 pages dans Marianne d'entretien, vous le trouvez sur le site, où justement je dis que je suis en faveur, et je suis très clair, je le dis même ici, je suis en faveur, attention, j'ai la double nationalité. Il y a une forme de dichotomie civilisationnelle chez les binationaux parfois. Je suis en faveur d'une forme de multiculturalisme à l'anglo-saxonne dans les pays dont la culture prône et est exercée à ce multiculturalisme. Mais j'ai écrit noir sur blanc qu'attention, le multiculturalisme peut ouvrir la porte au communautarisme qui est une perversion et qui ouvre lui-même la porte à une forme de tyrannie ou de totalitarisme. Dommage que vous n'écriviez pas le mot communautarisme dans votre livre. Alors, j'ai pas écrit, c'est vrai, et d'ailleurs, pour vous dire combien vous avez... dans la nouvelle édition. Pour vous dire combien vous avez raison, je l'ai mentionné dans Marianne. Donc, une fois encore, chère Nathalie, nous sommes d'accord. Voilà, je me permets de me citer moi-même. Je vais faire comme Finkielkraut, il adore ça, il a toujours ses bouquins, on a assez parlé de Finkielkraut, parce que c'est vraiment pas notre tasse de thé ici, comme vous en doutez. Voilà, entendons-nous bien, je suis a priori en faveur du multiculturalisme, mais à la canadienne, c'est-à-dire en faveur d'un multiculturalisme assez encadré, pour qu'en principe, chaque communauté
intégré dans un grand tout, ne puisse pas rester hermétique aux autres, ni avoir le sentiment d'en être rejeté, tout en conservant bien évidemment la possibilité de cultiver ses particularités. Ne dites pas que nous ne sommes pas d'accord. Alors je suis extrêmement contente d'apprendre que vous êtes d'accord avec la représentante d'une certaine intelligentsia conservatrice française, qui était autrefois de gauche et qui se prend pour une disciple de Solzhenitsyn. Mais madame, être disciple de Dessinée est un honneur et je ne puis qu'être honoré de parler avec une disciple de Solzhenitsyn. Pour le coup, je préfère que Ici c'est assez mal vu. Oui, je vais être franc avec vous, j'ai voté communiste la dernière fois. J'ai voté la dernière fois, mais on peut quand même pas... Si vous avez voté communiste, c'est que vous n'êtes pas communiste. Non. Il y a que des anticommunistes qui votent encore pour le Parti communiste en France. Monsieur, croyez bien que je peux l'être d'une façon peut-être plus profonde que beaucoup de monde, je parle pas, évidemment. Non, mais Solzhenitsyn, non, je vais remettre défendre Solzhenitsyn, puisque j'ai une de ses disciples avec moi quand même. Non, c'était pas le sens de la question. Mais arrêtons quand même beaucoup de choses. Et je le dis ensuite, bien évidemment que le communisme a été un grand mouvement libérateur, bien évidemment. Je le répète, je suis d'une âme, si on peut parler d'âme en parlant de communiste, mais arrêtons, il y a eu des dérives, ou alors ne venez pas me parler de dérives chez les woke si on ne veut pas parler de dérives dans le système soviétique. Je suis désolé. Donc Solzhenitsyn, qui est un homme de très grand talent, qui malheureusement était un réactionnaire à la fin de sa vie, nationaliste, et dont je ne partage pas les vues, et je sais très bien que madame ne les partage pas non plus, je la taquine en répétant qu'elle est une disciple de Solzhenitsyn, mais avec tout le respect que je dois, au communisme et au soviétisme originel, arrêtons. Il y a eu, si on veut régénérer l'idée communiste, et je pense qu'on le peut, si on veut la garder vivante, apprenons de nos erreurs, apprenons des critiques de Solzhenitsyn. Donc, pour conclure sur ce sujet, je pense que l'on peut dire... C'est un sujet qu'on maîtrise assez bien ici. Mais je m'en doute. Donc, vous regarderez le site, vous allez voir que... Mais on ne peut pas quand même tout jeter, comme on le dit, on ne peut pas tout jeter dans le wokisme, ne jetons pas tout dans le conservatisme et Solzhenitsyn. Petit bémol. Si je devais être disciple de quelqu'un en la matière, ce serait moins de Solzhenitsyn que de Raymond Aron et d'Albert Camus. Vous avez tout à fait raison. Pourquoi ? Parce que je me réclame d'une gauche antitotalitaire. Or, je pense que le wokisme, encore une fois, a beaucoup de relations de mentales avec une certaine forme de totalitarisme et notamment parce que contrairement à ce que prétendent les woke qui pensent avoir le monopole de la position de gauche, une position universaliste comme celle que je défends contre le communautarisme woke, c'est un des fondements de la gauche, en tout cas en France. Ce sont les Lumières qui nous ont apporté la visée universaliste, et l'universalisme a longtemps été porté par le marxisme. Donc, qu'on ne me dise pas que l'universalisme, au nom duquel je critique le communautarisme woke, serait une position de droite. Par ailleurs, l'attachement à la science, l'attachement à la rationalité contre toutes les dérives religieuses, etc., est aussi, depuis les Lumières, là encore, un des piliers de la gauche. Bon. Donc je défends une position de gauche en refusant que l'idéologie prenne plus de place que la raison scientifique. Et par ailleurs, la liberté d'expression a longtemps été aussi également une valeur de gauche, même si elle a été largement massacrée par le stalinisme. Mais du même coup, je pense qu'en défendant la liberté d'expression contre la cancel culture woke, eh bien, on est absolument de gauche. Et donc, je n'ai pas été autrefois de gauche. Je suis toujours de gauche et toujours plus de gauche face au wokisme qui me paraît comme une régression droitière, conservatrice et totalitaire. Donc, c'est moi maintenant qui suis de droite et un disciple de... Si je me permettre juste une brève incise en rapport avec votre biculturalisme américain, il y a une question qui est rarement évoquée, mais j'aimerais bien que vous l'éclaircissiez. Je connais très très bien les États-Unis. J'y ai vécu peut-être même avant votre naissance, mais bon, c'est pas le but, je couperai ça, je vous le raconterai après, mais il faudrait clarifier une chose, de la même manière que par exemple le mot libéral aux États-Unis n'a pas forcément exactement le même sens que chez nous, il faut bien comprendre que woke, éveillé, renvoie à une ambiance culturelle, à une culture où nous avons en parallèle les reborn par exemple, et le type d'éveil qui est suggéré là-dedans, je renvoie aux questions en rapport avec les religions, etc., les identités, y compris religieuses. J'aimerais bien que vous essayiez, je ne sais pas si vous je ne me souviens pas que vous le faites dans le que vous éclaircissiez ce point, d'où ça vient, ce côté éveillé,
parce que pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare ou même le globish actuel, woke, ça veut dire éveillé. Hein. Cet éveil, évidemment, renvoie à la culture américaine profondément puritaine et protestante, donc pour ne pas en dire plus, et qui nous donne, entre autres, les Reborn. Vous pouvez peut-être expliquer le rapport entre tout ça. Mais à une condition, si vous me dites où vous avez habité aux États-Unis, je suis curieux quand quelqu'un me dit qu'il a habité dans mon pays. Dans de nombreux endroits, je vous l'explique. Je vous raconterai ça au moment du réconfort. Alors, je me permets d'abord, avant de répondre à votre question, oui, mais qui est un complément de l'objection. Ça sera de répondre brièvement à Nathalie. Et bon, si j'ai dit disciple de Solzhenitsyn, c'est que c'est un peu plus marrant que disciple de Raymond Aron, soyons francs aussi. Hein. C'est plus amusant de taquiner les gens que dans ce sens. Non, soyons sérieux. Une fois encore, je suis d'accord avec vous. Je pense juste, et je ne dis pas, je n'entends pas là que vous n'êtes pas capable d'aller plus loin, de voir plus loin. Attention, hein, c'est ma façon de m'exprimer. Mais je pense que j'essaye de voir plus loin. C'est-à-dire, prenons, bon, j'ai répondu pour le communautarisme. Je suis opposé au communautarisme, et c'est le danger. Et on le voit aujourd'hui avec la partition qui se prépare aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis sont en pleine déliquescence, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau de la nation? C'est dû à un multiculturalisme. Et il y a tout un chapitre dessus où j'explique comment les États-Unis n'ont pas su gérer ce multiculturalisme, qu'il est devenu un échec, qu'il a conduit au communautarisme et qu'effectivement il y a un danger avec le communautarisme. Nous sommes à 100% d'accord. Maintenant, pour le reste, alors la cancel culture. Également, mais n'hésitez pas si je suis pas clair, hein, j'arrive, j'ai voyagé, je suis fatigué, voilà, mais si vous m'interrompez, vous me le dites, et bien évidemment Nathalie aussi. Alors, la cancel culture. Alors, il y a deux choses. Je suis contre la cancel culture, mais arrêtons, pas Nathalie, je le répète, ce livre est un livre, je dirais que c'est presque le pendant, c'est un livre qui n'est pas en faveur du wokisme, mais qui avec... Très contre, oui, mais je pense quand même, enfin, attendez, non, l'enfer woke n'est pas fait de bonnes intentions. Ouais. Moi, je connais des gens qui écrivent des livres sur le wokisme et qui ne reconnaissent même pas ça. Nathalie, je dis pas ça parce qu'elle est là, je dirais franchement, si je pensais le contraire, fait au moins partie de ces gens qui reconnaissent que cela part de bonnes intentions. Donc à partir de là, on peut avoir un débat intelligent. C'est pas quelqu'un qui me dit... Écoutons France Culture samedi, le wokisme est un antisémisme, point barre. Voilà, à partir de là, on ne peut pas discuter. Donc bref. Je fais juste un tout petit bémol. La différence entre l'anti-wokisme de droite et l'anti-wokisme de gauche, c'est justement que l'anti-wokisme de gauche considère comme légitimes les causes que défendent les woke, alors qu'à droite, on considère que tout ça, c'est pas important, les discriminations, on les oublie, etc. Et c'est pour ça que j'affirme haut et fort que non seulement on peut être anti-woke quand on est de gauche, mais qu'on le doit. Et c'est pour ça que j'avais signé au mois de mai dans Libération une tribune de pleine page intitulée « Pour un anti-wokisme de gauche », parce que je pense que c'est le combat qu'aujourd'hui la gauche doit mener à l'université, dans la culture, et dans les médias, et dans la politique. Je me permets donc de vous répondre, l'article était effectivement de grande qualité. Donc bref, pour revenir à la cancel culture. Donc oui, la cancel culture, soyons clairs, c'est à condamner. D'accord ? Mais arrêtons, et c'est pas vous, arrêtons de clamer les woke, c'est la cancel culture. Ah bon ? Et Jules César, quand il a fait retirer toutes les statues de Pompée, et Auguste, son neveu, quand il a voulu retirer les statues de son oncle, il les a remis quand il s'est rendu compte que c'était pas mal. Allez, divinisons César, c'est pas de la cancel culture, et on pourrait faire toute l'histoire. La Révolution française, je pense qu'ici, nous sommes tous prêts à apprécier certaines personnes de la seconde Révolution française qui sont malheureusement rejetées et décriées comme des dictateurs ou des meurtriers. On ne va pas rentrer ici dans le débat sur Robespierre, mais on ne peut pas parler de cancel culture. N'a-t-on pas changé tout simplement la place Louis XV? N'a-t-on pas changé? Est-ce qu'on n'était pas en cancel culture? Arrêtez-moi, ou alors je suis idiot. Excusez-moi, mais la cancel culture, a priori, ça ne correspond pas du tout à ce que vous êtes en train de décrire. Laissez-moi développer. Laissez-moi développer. Là, il y a un amalgame. Laissez-moi développer. Plus qu'une comparaison. Si je peux permettre de développer, je suis sûr que j'essaierai... Non, mais donc je vous réponds, non, ça n'a rien à voir. Vous ne répondez pas. Laissez-moi développer et puis on dialoguera ensuite. Donc, on parle des statuts. Arrêtons. Les statuts, déboulonnage des statuts, je crois que c'est une partie de la cancel culture. Ou alors, une fois encore, je suis idiot. Que quelqu'un ici me dise que ça ne fait pas partie de la cancel culture. Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est pas de ça dont on vous parle. Mais écoutez, dans la cancel culture, c'est pas de ça dont ici les gens qui objectent. Est-ce que je me permets sinon, franchement, je vous laisse débattre avec Nathalie. Non, mais c'est juste pour dire que. Allez, laissez-moi. Dites-nous.
vous avez parfaitement le droit, évidemment, de défendre ou de clarifier les choses sur la cancel culture, mais là, vous la présentez comme ce qu'on nous, on en penserait, mais on n'en pense pas du tout, ce que vous êtes en train de dire, c'est ça le problème. Je me permets, m'avez-vous invité pour écouter mon avis? Mais oui, mais c'est justement alors, ça. laissez-moi Mais là, parler. vous nous donnez le nôtre. Sinon, moi, je m'en vais, je veux dire, je non, mais vous nous donnez le nôtre, voilà. C'est ça le problème. Laissez-moi. Alors, je demande, je ne dis pas que la cancel culture serait due au déboulonnage des statuts, je l'ai répété, je crois que c'est très clair. Je dis que c'est l'un des points. Maintenant, j'aimerais développer. Mais si une personne ici peut me confirmer que le déboulonnage des statuts n'est pas une part de la cancel culture, comme l'on le dit, je suis complètement idiot et j'ai rien compris. Deuxièmement, quand même, enfin, arrêtons. Les plus grands scandales, les plus grandes crises culturelles aux États-Unis ou ailleurs concernent en partie le déboulonnage des statuts. C'est une chose. Donc, déboulonnage des statuts, je suis désolé, je vais développer, je vais répondre à votre question très pertinente et très intéressante sur le ruban, vous avez tout à fait raison d'ailleurs. Donc, déboulonnage des statuts, je veux m'y arrêter, je suis peut-être borné, mais je vais prendre 2 minutes. Donc, on a fait ça durant toute l'histoire. Les soviétiques, et ils ont eu raison, et ils ont eu raison, la révolution d'octobre, n'a-t-on pas déboulonné, n'a-t-on pas, puisqu'on voulait, mais on y reviendra ensuite, canceller, c'est-à-dire retirer les noms. Pharaon lui-même n'a-t-il pas, selon la légende, cancellé Moïse des stèles pharaoniques? Non, la cancel culture, que ce soit le déboulonnage ou l'annulation d'une personne, professionnellement, socialement, est innée à la nature humaine. On le veut. On ne le veut pas, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Est idéal, mais bien sûr, mais madame, je suis pas en train... Mais arrêtons. Non, mais la question c'est qu'est-ce que c'est que la cancel culture? Écoutez, si vous me laissez... Non, je vous avoue que si sincèrement vous ne laissez pas... Laissez-moi développer. Bien sûr que le meurtre... Mais est-ce que je... On a l'impression, ou alors je suis complètement idiot, c'est peut-être le décalage horaire, mais ai-je dit une seule fois que j'appréciais la cancel culture? Non, je dis que la cancel culture est un cancer, mais je suis juste en train... Attendez. Voilà, merci. Voilà. Il y a des gens qui écoutent. Mais, je le dis, je vous taquine, je dis que la cancel culture est un cancer. Le meurtre est évidemment un cancer, mais je suis désolé. Il n'y a pas que les soviétiques qui ont commis des meurtres, il n'y a pas que les nazis, il n'y a pas que les Français. C'est malheureusement quelque chose de récurrent dans l'histoire humaine. Donc bref, on va conclure sur les statuts. La cancel culture en général, et donc les statuts, c'est récurrent. À titre personnel, est-ce que je pense qu'on devrait déboulonner les statuts? Certaines, mais une fois de plus, on va dire, oh bon, est-ce que vous voudriez qu'on ait gardé les statuts de Pétain ou d'Adolf Hitler à Berlin? Est-ce que ici, quelqu'un peut me dire, Romuald, ah, sale wok, on devrait conserver les statuts de Pétain et on devrait conserver... Non, je me permets juste de terminer, non, s'il vous plaît. Laissez, parce que je suis pas très malin et je vais pas retrouver le fil de mes idées. Donc, que quelqu'un ici, une fois de plus, me dise... Remettons, gardons les statuts de Pétain, etc., etc., etc. Donc, la cancel culture, le déboulonnage des statuts a toujours existé. Aujourd'hui, je suis contre, et je l'explique dans un chapitre, de déboulonner la plupart des statuts. Je pense que dans certains cas, il peut, alors là, on peut en parler, il pourrait y avoir une plaque qui explique, dans certains cas, que cette personne a fait des choses extraordinaires. Attention, quand il est encore possible de regarder avec les yeux d'aujourd'hui. Ne jugeons jamais hier avec les yeux d'aujourd'hui. Il n'y a que les crétins qui font ça, bien évidemment. Condamnons Vercingétorix pour quelque chose, c'est aberrant. Mais par contre, que l'on juge, et je ne les condamne pas, j'aurais été sans doute un sudiste de la fin du XVIIIe siècle, comme George Washington, Thomas Jefferson, peut-être né dans une famille de planteurs, j'aurais eu des esclaves. Mais qu'on ne me dise pas que George Washington ou Thomas Jefferson, c'était des hommes d'un autre temps, Romuald, comprends-le. Bah, alors expliquez-moi pourquoi plusieurs des pères fondateurs des États-Unis s'étaient opposés à l'esclavage auparavant. Attention, Washington était un type très bien, il a émancipé tous ses acteurs. Mais ce que je veux dire, une fois de plus, c'est ce que j'essaie de prôner, l'analyse, le temps. On ne doit pas juger hier avec les yeux d'aujourd'hui. Dans certains cas, on le peut. Quand on sait que la Révolution française a aboli l'esclavage, on peut donc se poser des questions sur les personnes qui l'ont restauré une quinzaine d'années après. Et non pas se dire, bah, c'était des gens de leur temps, quoi. Bah, d'autres gens de leur temps, même du temps d'avant, l'avaient déjà aboli. Donc, réfléchissons, restons calmes, posé et analytique. Je continue sur la cancel culture parce que vous avez tout à fait raison. La cancel culture ne se réduit pas à ça. Donc l'annihilation d'une personne. Je déteste Monsieur X, alors je vais l'empêcher d'aller à des conférences. Tout un chapitre là-dessus. Enfin, quelle bande de crétins. Je ne vais pas me reciter et relire ce que j'explique chez Sherwock. Arrêtez cela, ça n'a pas servi. Arrêtez ces...
Comment? Les types- Je vais me permettre d'y revenir juste ensuite. Arrêtons les conneries. Qu'est-ce que c'est que ça de canceller? Je crois que vous avez été victime de ce genre de bêtises Oui, ou de... oui, mais quel affront! Enfin, c'est comme si ici, ou c'est comme si Nathalie me disait, ha ha ha, empêchons, on sera, allez, enfin, c'est aberrant. Mais là, on parle une fois de plus d'extrémistes, qui sont nombreux. Mais on parle d'extrémistes. N'y a-t-il pas eu, s'il vous plaît, une fois de plus, dites-moi que j'ai tort, des extrémistes dans toutes les révolutions? N'y a-t-il pas eu dans tous les mouvements sociétaux révolutionnaires toutes ces valeurs? Et vous pensez vraiment que le wokisme est révolutionnaire? Je me permettrai de revenir ensuite après. Il y a beaucoup de choses, parce que si je veux terminer, parce que si je pars dans tous les sens, je ne répondrai pas à la question globale sur... Mais je vous en prie, parce que ça c'est aussi pertinent. Mais promis, je vais y revenir, parce que là on peut débattre, tout à fait. Donc bref. Et puis attention, révolutionnaire, parenthèse, révolutionnaire n'est pas spécialement positif. On peut imaginer que quelque chose de révolutionnaire est négatif. Le national-socialisme était en quelque sorte une réaction qui s'est prétendue révolutionnaire. Je pense qu'ici, personne ne soutiendra ce genre de choses. Donc pour revenir à la cancel culture, donc... Il y a ensuite l'annihilation des personnes, c'est-à-dire, on vient dans des conflits. Là, c'est pas mon côté stalinien, c'est que toutes les 30 minutes. Mais tout n'est pas rejeté chez Staline, loin s'en faut. Et chez nous, je veux vous dire, ici, nous sommes tous staliniens. Mais c'est ce que j'ai vu les statuts, mais. Presque. Ou presque. Mais c'est le côté stalinien. Et il est là, il dit on est tous staliniens. Non. Bon, comme vous dites, je blague. Mais là, maintenant, de nouveau, ça tourne. Bon, je reviens. On en a terminé sur les statuts. Pour ceux qui sont intéressés de lire mon bouquin, il y a tout un débat même sur les statuts dans le sud des États-Unis. On ne doit pas déboulonner tous les sudistes. Les statuts meurent aussi. Et oui, bref, il y a aussi, entre commémorer et célébrer, il y a des différences. Bref, les statuts, on est d'accord là-dessus. Maintenant, annihiler les personnes, venir protester lors de conférences, à moins, je le répète, là c'est très différent, qu'il s'agisse d'un criminel contre, enfin j'en sais rien, Bachar el-Assad vient donner une conférence à la Sorbonne, bon... C'est tout sauf un criminel pour nous. Bon. Là, je crois qu'on est assez unanime. On va prendre quelque chose... Les criminels, c'est Hollande et compagnie. Hein. Mais ça c'est un autre... Je ne dis pas que vous avez tort, mais une fois, attention, Voilà. s'il vous plaît. Non, mais je veux dire, faites attention à choisir vos exemples en fonction du public, parce que ça risque de tomber à plat, c'est ça que je veux... Ne rentrons pas dans ce débat. Les Occidentaux commettent des crimes de guerre. Aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza est un crime contre l'humanité révoltant. Je vais taxer d'antisémitisme, mais un crime révoltant, dégoûtant, quand on voit comment nos gouvernements sont complices de ce massacre. Oui, bien évidemment, vous avez raison. Vous parlez du massacre du Hamas, c'est ça? Non, mais on va pas vous laisser finir sur les réponses. Une petite chose, que ça soit très clair. Le Hamas a commis des attaques terroristes. Le Hamas... je ne trouve plus mes mots en français, réagit et agit comme des terroristes. Ce qui s'est passé dans le sud d'Israël est aussi un crime contre l'humanité. Je comprends qu'Israël, mais on ne va pas rentrer dans ce débat. Oui, mais c'est ça, c'est pas le débat d'aujourd'hui maintenant. De manière indirecte, parce que j'ai une question à poser à Nathalie Henich à ce propos, mais ce sera après. Je reviendrai là-dessus. Mais comme Nathalie m'interpelle, je veux être très clair. Ce qui a été fait par le Hamas, mais quelle horreur, ces bébés, c'est un crime contre l'humanité. Par contre, la réponse aujourd'hui... C'est aussi des résistants. Bon, mais attendez, on est d'accord, mais on va pas... on n'a rien contre un débat là-dessus, on en a déjà fait d'ailleurs, mais là, ça va être très très difficile d'avancer. Si je peux juste faire une phrase... Non, mais c'est au contraire... Même je vais le finir sur le Hamas, comme ça Nathalie pourra y revenir après, en ayant entendu ma pensée. Le Hamas a commis un acte terroriste horrible. Israël a répliqué d'une façon disproportionnée et aujourd'hui commet une forme de génocide, parce que c'est pas un génocide, mais de crime contre l'humanité. Il ne faut pas jouer avec les mots quand même. Je vous laisserai. Ces mots-là ont des significations. Non, et je réponds juste à Non, mais on n'en sort plus si on commence... Mais c'est fini, mais si personne m'interrompt... Oui, non, mais donc, reprenons sur le wokisme. On m'interrompt à chaque mot. C'est parce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le Hamas est le pire ennemi du peuple palestinien. Non, mais à 100%, madame. Mais, parce qu'il y a un mais. Et en quoi vous êtes en désaccord avec l'immense majorité de l'assistance? Comment vous le savez si j'ai pas répondu? Mais on pourra en débattre tout à l'heure. C'est pas quelqu'un qui admet que je suis interrompu. On parle de votre livre, c'est ça, et qu'on répond sur... J'ai une dame charmante qui m'interpelle. Je propose... Laissez-moi finir une sentence. Ce sera le débat, il y aura un débat. Alors, on continue sur le livre. Je finis ma phrase. À ce stade du débat, il nous a paru nécessaire, répondant à la demande du public et de nombre de nos fidèles lecteurs et spectateurs, d'insérer un bref commentaire
aux propos échangés par nos deux auteurs et débatteurs. D'autant que c'est là un des points sur lesquels ils se sont finalement accordés, mais en parfait désaccord avec nous, je veux parler du public présent. Ce point déborde d'ailleurs largement la controverse habituelle autour du wokisme, et il illustre un phénomène plus large, observable dans l'ensemble de notre classe moyenne éduquée. Ce point déborde d'ailleurs largement la controverse habituelle autour du wokisme, et il illustre un phénomène plus large, observable dans l'ensemble de notre classe moyenne éduquée. À l'instar de notre appareil idéologique, pris dans sa totalité, universitaires, journalistes, influenceurs et autres pseudo-intellectuels de tout poil, notre classe politique, de quelque bord et tendance qu'elle soit, est tellement aliénée à son idéologie dominante que tous, et d'abord les plus radicaux, ou du moins les plus bruyants, à défaut de briller par autre chose que leur cuistrerie démagogique, en deviennent les meilleurs alliés des ennemis des classes opprimées et des exploités qu'ils prétendent pourtant défendre. Un bel exemple du genre nous a été donné dernièrement par nos défenseurs autoproclamés de la juste cause palestinienne, prétendant secourir et soutenir par leur pitoyable gesticulation médiatique les dizaines de milliers de Palestiniens, majoritairement femmes et enfants, massacrés en quelques semaines par la soldatesque occidentale, avec en première ligne son proxy sioniste israélien. Tous autant qu'ils sont, nos gauchistes pluriels, et de droite et de gauche, comme dit Macron, se sont avérés pathétiquement incapables de répondre aux provocations des adeptes ou complices du massacre auquel ils tendirent pourtant les verges pour se faire fouetter, au motif de leur réticence embarrassée à proclamer le terrorisme du Hamas. C'était pourtant si simple de répondre, si du moins ils ne se prenaient pas les pieds dans le tapis de leurs contradictions de doctes ignorants. Bien évidemment que le Hamas est un groupe terroriste, et il ne s'en est jamais caché, puisque depuis qu'il le pratique, il revendique son contre-terrorisme, et le légitime par le fait que c'est la seule option, encore accessible aux Palestiniens, pour résister au terrorisme sioniste déjà perpétré depuis plus de 70 ans, aux dépens des droits les plus élémentaires des populations des territoires que leurs colonisateurs sont venus occuper et exploiter en bannissant, déportant et châtiant les populations qu'ils spoliaient. En d'autres termes, les terroristes du Hamas revendiquent ouvertement de terroriser les terroristes sionistes, adoptant ainsi la seule rhétorique que leurs agresseurs puissent entendre, précisément celle de leurs agresseurs et spoliateurs eux-mêmes, lorsqu'ils dénoncent le terrorisme du Hamas, une rhétorique qui était déjà celle de la Gestapo contre les résistants français, tels les communistes des FTP pendant l'occupation, que les nazis et la milice exécutaient à titre de représailles et pour fait de terrorisme, ainsi qu'ils le firent notamment en exécutant notre Raymond Losseran, local, ou notre nouveau panthéonisé Manoukian. Et on peut observer que les formules de cette rhétorique du pot de fer sont celles déjà reprises, naguère, par notre ministre Charles Pasqua, pourtant factieux notoire et de triste mémoire, ou comme encore ces jours-ci, par la plus terrifiante force de destruction massive de l'histoire, celle de la plus riche nation du globe, pour légitimer le fait qu'elle déverse des tapis de bombes, de fer et de feu sur les populations du Yémen, un des pays les plus pauvres et démunis de la planète, au prétexte du droit qu'a l'ogre lui-même de se défendre contre le petit poucet, lorsque ce dernier répugne à se laisser dévorer. Le droit de se défendre, donc, contre tous ceux qui prétendent rechigner à subir les dommages des impériaux et les exactions de leur nervis, ou se soumettre aux règles iniques fixées par la nation d'exception, au nom de ses valeurs prétendument de civilisation. Pour les plus anciens d'entre nous, cela renvoie simplement à ce qui était dénoncé au siècle dernier comme diplomatie de la canonnière, mais désormais à une échelle qu'on ne peut plus qualifier autrement que comme génocidaire, qui plus est au nom de nos valeurs, bien qu'il s'agisse plus que jamais et essentiellement des valeurs boursières et des intérêts de la bourgeoisie impérialiste.
Est-il besoin de préciser qu'admettre ces faits d'évidence ne constitue en aucun cas une approbation des atrocités qui en résultent, d'où qu'elles viennent, et que nous dénonçons avec d'autant plus de force lorsqu'elles prétendent se justifier comme représailles? Oui, semble-t-il, il faut le préciser, tant l'aliénation de l'opinion est profonde au monde de la propagande impérialiste libre et non faussée. C'est pourquoi, lorsque Nathalie Hennig nous répond, je la cite, « Je n'accepte pas que la nécessaire critique de la population israélienne, actuelle et passée, débouche sur un antisionisme qui a partie liée avec l'islamo-fascisme, et qui n'est à mes yeux que l'anticolonialisme des imbéciles, pour paraphraser qui vous savez. » Je lui réponds à mon tour ceci. Je gage évidemment qu'il ne subsiste aucun doute dans votre esprit quant au fait que pour ce qui nous concerne, chez Tropique, la nécessaire critique de la politique israélienne actuelle et passée repose sur une bonne connaissance solidement sourcée et documentée des faits et de leurs lois de développement historique. J'espère donc vous avoir rassuré sur le fait que notre farouche antisionisme n'a en aucune manière partie liée avec quoi que ce soit qu'on pourrait qualifier d'islamo-fascisme. Je ne vous fais pas l'injure de prétendre vous apprendre que la légitimité et la vérité historique de l'antisionisme s'enracinent au cœur même de la judaïté. Voir à ce propos le livre et les interventions de vos collègues dans le cadre de l'UJFP. Quant au courant idéologique, qu'on stigmatise généralement sous les appellations contrôlées d'islamo-gauchisme ou islamo-fascisme, ce ne sont à mes yeux que des pontosanes aussi biaisés que confus, commodément exploités par les idéologues dominants pour animer leur joute de démagogues et de sophistes. Le tout avec pour seul résultat voulu d'amuser la galerie sur fond de spectacles polémiques à prétention démocratique, à l'usage des multitudes du néoconformisme postmoderne. Dans cette même perspective, je suis d'accord pour dire avec vous que l'islamo-gauchisme, qui est une dénomination idiosyncratique du milieu concerné, renvoie à une conception fantasmatique et parfaitement homogène à celle du wokisme. On peut sans doute parler d'anticolonialisme des imbéciles, à propos de ce que vous évoquez et qualifiez d'islamo-fascisme, et je peux assez bien en convenir, dès lors que ça s'applique autant à ces adeptes, qui assument ainsi le rôle d'idiots utiles, de l'oppression impérialiste et capitaliste mondialisée, qu'à leurs détracteurs et provocateurs auxquels ils sont les seuls à profiter, comme repoussoir d'autant plus commode que spectaculairement indigent. Le Hamas a commis un acte terroriste irrépréhensible. On est d'accord avec ce que vous avez dit. Israël commet des exactions de par une réaction. C'est mon point de vue, je ne dis pas que j'ai raison. Au sujet. Mais bon, voilà. Une fois de plus, je ne peux pas terminer. Non, mais on l'a compris. Non, vous ne l'avez pas compris, monsieur. Ça serait technique si on me laissait finir. Mais vous n'êtes pas spécialiste de cette question-là du tout. Monsieur, je suis spécialiste des relations internationales. Non, mais Oui, mais- attendez, oui, mais pas du tout attendez. cette Là, question-là. j'aimerais qu'au moins on parle du livre. Écoutez, mon monsieur, cher Romuald. si on me promet de ne pas m'interrompre, vous Voilà. aurez en 5 minutes la réponse à toutes vos questions. Allons-y. Donc, je conclus. Crime contre l'humanité Hamas, disproportion d'Israël, même si le Hamas, oui, est peut-être l'un des pires ennemis du peuple palestinien, il faut voir pourquoi le peuple palestinien en est réduit à ça. Pour moi, oui, je suis pro-palestinien, c'est un débat qu'on pourra avoir une autre fois, voilà, je crois que j'ai été très clair, on peut critiquer ma position. Maintenant, pour On y en reviendra revenir à la ultérieurement. cancel culture, Les deep tinets. je vais y revenir après, on était sur l'annihilation. Donc non à l'intervention dans les conférences, ou, je parle pas de vous, je plaisante, aux personnes qui interrompent les personnes qui ne sont pas d'accord avec eux toutes les 5 minutes, ne les laissant pas finir une phrase. Non à la cancel culture, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne. Je suis évidemment contre tous les bombardements sur les réseaux sociaux, etc., etc. Non à la cancel culture. C'est clair, c'est un cancer, mais je pense que c'est l'un des excès du wokisme, et je pense que cet excès disparaîtra progressivement. Les livres, alors là, voilà un sujet très intéressant en quelques mots. A-t-on le droit de retoucher le travail d'un auteur? Je ne le pense pas. Je dirais par contre que lorsqu'il s'agit d'ouvrages peut-être académiques, ou je ne dis pas que j'ai raison, attention, on pourra en parler après si vous le souhaitez. Je dis, ne touchons pas, c'est aberrant, c'est aussi un des excès, c'est stupide, ne touchons pas au texte original. Si on le désire,
je dirais, allez, hop, que l'éditeur mette un petit texte au début. début. C'est plus grave que ça aux États-Unis, excusez-moi de vous interrompre, c'est pas une interruption, c'est que, puisque vous vivez là-bas, en Floride, on supprime les livres. Ah non, mais là, c'est la partie inverse. Oui, ça, C'est Renan Santis, c'est la droite, ça. En attendant, c'est aux États-Unis. Oui, non, mais Ça renvoie à la question que je vous ai posée. Mais je finis. Donc, parce que la question de monsieur est primordiale. Et je veux être très clair, qu'on ne vienne pas me dire. Donc, non, on ne touche pas au travail des auteurs. Si vraiment le juge nécessaire, mais c'est pas à moi de le décider, éventuellement, si l'éditeur veut mettre un petit texte, pourquoi pas. Les livres pour enfants, dans certaines circonstances, mais je pense que tout ça devrait être régulé. Donc non, je ne suis pas en faveur de ce genre de choses, d'une façon très claire. Pour répondre à ce que dit monsieur, il a tout à fait raison, mais alors là, c'est la partie adverse. Mais les woks sont pas mieux, hein. Les woks sont pas mieux. D'un côté, les woks brûlent les livres, on est en pleine guerre, enfin, déliquescence aux États-Unis. Ron DeSantis, un chantre, enfin, il a rejoint Trump, on le sait tous, et Trump n'en passe pas moins. Gouverneur de Floride, extinction de voix, vous voyez. Gouverneur de Floride a décidé, mais c'est très très grave, dans toutes les écoles et maintenant les universités, de supprimer tout livre dit woke, tout livre pro-LGBT, tout livre socialiste ou à tendance marxiste. Et là, c'est, évidemment, je n'associe absolument pas quelqu'un comme Nathalie, et la plupart d'ailleurs de nos collègues français intellectuels, bien évidemment, à ce genre de, je ne parle pas de Zemmour, mais à ce genre de choses, et encore Zemmour n'irait pas brûler des livres. Donc voilà. Au Canada, une bibliothécaire woke a brûlé, Astérix. Littéralement brûlé, des livres qu'elle considère comme attentatoires. Astérix. Alors c'est vrai qu'il y a des anciens d'Astérix, c'est vrai que dans Lucky Luke, non, voyons les choses, essayons une fois encore, essayons de réfléchir, voilà, essayons de réfléchir posément. Nathalie a tout à fait raison. Brûler, mais brûler, vous imaginez l'idiotie de ces woks qui organisent dans la cour d'école un bûcher en brûlant Astérix. Alors que l'on explique aux gamins, les enfants, vous allez lire Astérix, j'adore Autant n'emporte le vent. C'est un film avec ma femme, on le regarde à chaque Noël. Mais il est vrai que c'est à consonance raciste. Qu'on le sache, qu'on l'explique. On est assez intelligent, je crois, pour dialoguer. Je pense que des gamins, si on leur dit, vous savez, c'est un livre qui a été fait il y a longtemps. Alors là, les Indiens sont un petit peu caricaturés. Voilà, faisons ça, n'allons pas brûler Astérix que dans les nouveaux Astérix, que dans les nouveaux Lucky Luke, ce genre de choses ne se répète pas. Là, je suis d'accord. Mais arrêtons. Dans les deux côtés, et c'est ce que je dis, arrêtons les extrêmes, analysons, dialoguons. Donc pour conclure sur la cancel future, basta. Maintenant, pour répondre sur votre question en quelques mots, oui, les États-Unis, c'est le sujet de mon prochain livre, ont deux racines. Ont celle de Jamestown, la première colonie américaine qui a été créée dans le sud de la Virginie, l'histoire de Pocahontas, une bande de pirates qui n'avaient que comme envie que d'amasser de l'argent, de massacrer les tribus aux alentours, etc. Je caricature un poil, évidemment, il y avait des gens bien parmi eux, mais bref, c'est une image de l'Amérique, cette Amérique qui a conduit à l'ultralibéralisme que nous détestons tous, que nous combattons tous, etc. Ben, 2. Le Mayflower, 1820, 1607 pour Jamestown, 1620 pour le Mayflower. Le Mayflower, Jamestown aussi, c'est là où est arrivé le premier voilier, le White Lion, en 1619, qui transportait une cargaison d'esclaves. Donc vraiment, Jamestown, et c'est le sujet de mon prochain bouquin, parce qu'on l'oublie vraiment, une des racines des États-Unis. Malheureusement, c'est celle aujourd'hui qui prédomine, puisque les valeurs qu'on a pu apprécier aux États-Unis, malheureusement, ne parlent plus à grand monde. Bref, vous avez donc raison, les protestants, les pères pèlerins, et surtout ceux qui les suivront une dizaine d'années plus tard, un peu plus extrémistes, vont pratiquer un protestantisme parfois ouvert, qui a donné naissance à des valeurs que l'on ne peut pas rejeter, des valeurs qui ont donné naissance. Bien sûr, on peut critiquer le système démocratique américain, me dire « Ah, mais il n'était pas... » Bien sûr, mais il y a eu quand même des progrès. La Révolution américaine a conduit à la Révolution française, qui a donné jour à la Révolution soviétique et qui aujourd'hui permet de garder certaines idées. Donc, bien évidemment, beaucoup de choses à critiquer dans la Révolution américaine, mais arrêtons de rejeter tout en bloc. Une fois de plus, réfléchissons, ne soyons pas manichéens. Donc, ces pères pèlerins protestants ont prôné un protestantisme au départ souple qui a permis à certaines valeurs de voir le jour. Une autre branche plus extrémiste a donné jour, blablabla, à travers les siècles, à ces mouvements reborn. Donc, oui, et c'est pertinent, ce que vous avez dit, très intelligent, c'est-à-dire qu'on a d'un côté, mais c'est contradictoire, c'est ironique, des gauchistes qui, mettez-moi dans le lot, hein, qui se disent wake up, on vient de se réveiller, ha ha ha, on voit tout, mais qui empruntent à la terminologie protestante du reborn, et en même temps, vous avez dans les États du Midwest des gars... Renaissance, un reborn, c'est René. Voilà, René, Renaissance... Il est né une deuxième fois en Christ, en tout ce que vous voudrez,
etc. Exactement, c'est la définition parfaite. Et donc, vous avez ces gens que, personnellement, je n'apprécie pas, vous en douterez grandement, donc dans de très nombreux États, et ils sont majoritaires, beaucoup plus nombreux que les Wok, ils vont sans doute porter l'ami Trump au pouvoir dans quelques mois, qui eux, donc prônent le reborn, etc. Et ce qui est contradictoire et ironique, c'est là où on voit l'importance de la culture protestante, ce qu'elle peut avoir de positif mais de négatif, c'est de voir les Wok qui usent la terminologie la même que celle que les reborn usent. Oui, bien sûr, je vous en prie, j'ai fini. Oui, vous avez tout à fait raison. 5 minutes. Mais je voudrais juste ajouter une petite chose, c'est que une caractéristique fondamentale du puritanisme protestant américain, c'est qu'il repose d'une part sur la culpabilisation et d'autre part sur le sectarisme. C'est-à-dire qu'on met à l'écart quelqu'un qui s'est rendu coupable d'eux et on le sort de la secte. Et c'est exactement ce que décrit la lettre écarlate. Tout à fait, c'est tout à fait vrai. Alors, ça, c'est typique de la dimension américaine. Mais si on traverse l'Atlantique, et le wokisme a traversé malheureusement l'Atlantique, on se retrouve avec la même culpabilisation, c'est-à-dire que le wokisme repose sur l'idée qu'il y aurait un privilège blanc, que dès lors qu'on serait un mâle blanc, on serait forcément dominant, et qu'on doit se repentir de nos péchés. Bon. Donc il y a cette culture catholique, pour le coup, de la culpabilité, qui fait que le wokisme a très bien pris en France et a très bien pris en Europe, même s'il n'a pas la dimension forcément sectaire du puritanisme américain, encore que je pense qu'une des grandes raisons pour lesquelles beaucoup de gens dans nos milieux, notamment universitaires et culturels, n'osent pas se déclarer contre le wokisme, c'est qu'ils ont une peur panique d'être exclus de la collectivité des gens bien, c'est-à-dire des gens qui pensent comme il faut, et notamment de gauche. Mais ça, on l'a vu dans tous les grands mouvements, voilà. toutes les grandes révolutions. Il y a une pétoche crasse. D'abord, il y a une peur pour sa carrière. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui m'écrivent pour me dire « Vous avez totalement raison, je vous soutiens entièrement, mais je ne peux pas le dire publiquement, sinon ma carrière est foutue. J'aurai plus de crédit pour des projets de recherche, je ne pourrai plus placer mes étudiants, etc. » Donc, il y a un vrai totalitarisme à l'intérieur de l'université aujourd'hui, mis en place par tous ceux qui se liguent. Vous parlez du lobby anti-woke, mais moi, je vois beaucoup plus le lobby des woke. Chapitre la tentation totalitaire. Je vois beaucoup plus le lobby des woke qui se serrent les coudes et qui font que les gens n'osent pas publiquement se sortir Ils le font de plus en plus, hein, grâce à justement des personnes comme vous. Eh bien, exactement. Nous avons créé voilà. d'ailleurs, il y a bientôt 3 ans, avec un collectif de collègues, un site que je vous recommande qui s'intitule l'Observatoire des idéologies identitaires. Au début, c'était l'Observatoire du décolonialisme. On s'est rendu compte que c'était trop restrictif, décolonialisme, et que les gens ne comprenaient pas. Bon. Et donc, vous pouvez aller sur Observatoire des idéologies identitaires et on fait tout un travail de veille, de recension de tout ce qui est wokisme à l'université, de critique, de recension de livres, etc. Enfin, on essaye de faire ce travail aussi pour montrer à nos collègues qu'ils peuvent avoir le courage de défendre l'universalisme, la liberté d'expression, la rationalité scientifique et la laïcité, qui encore une fois sont des valeurs de gauche, sans pour autant se faire accuser d'être d'horribles trumpistes d'extrême droite, comme on nous le dit. J'avais eu dans l'IB un article absolument dégueulasse de Simon Blin qui avait dit qu'en gros, dans mon livre, il y avait les thèses du RN. Quoi. Bon, c'est vraiment le degré zéro de la pensée politique. Genre de choses, non, du tout, mais pour dire à quel point les woke, très souvent, au lieu d'avoir des arguments, et plutôt que d'avoir des arguments ou des contre-arguments pour se défendre, se contentent de vous dire vous êtes de droite, vous êtes d'extrême droite, comme si ça pouvait résoudre le problème. Non, moi j'aimerais qu'ils argumentent. Et je remarque d'ailleurs une chose qui m'amuse beaucoup. C'est la 3e fois que je dialogue avec un woke assumé. La première fois, c'était... Parlez de moi. Oui, c'était... Woke assumé. Non, qui supporte. Et je me permets, juste une parenthèse, pas pour vous contredire, juste une chose. Attention aussi, je peux vous l'assurer, il y a beaucoup de choses que je n'aime pas dans le wokisme, mais que je vois comme une réalité. On peut ne pas aimer vieillir. On peut, mais on ne peut pas être dans le déni. On peut ne pas aimer les progrès, le train, l'avion, mais ce sont des réalités. Il y a beaucoup de choses, je me permets, que je n'aime pas dans le wokisme. Mais, et je le dis dans le livre, mais ce sont des réalités sociétales aujourd'hui. On doit les accepter, et celles qui ne sont pas extrémistes, et on doit tout faire pour les canaliser. Donc,
Je ne suis pas totalement woke. Vous avez tout à fait raison sur le vieillissement. Comme vous n'êtes pas une Je disciple de pense Solzhenitsyn. Je pense que le problème du wokisme, c'est que d'une part, il séduit énormément de jeunes pour des raisons qu'il faudrait élucider, mais il y a un vrai conflit de génération, mais qu'il est aussi soutenu par des, entre guillemets, des vieux, des gens de à mon âge ou un peu moins, qui, à mon avis, se précipitent dans le wokisme parce qu'ils ont tellement peur de vieillir qu'ils se disent qu'ils vont rester jeunes. C'est le reproche que j'avais fait à François Cusset, qui avait donc publié récemment chez Gallimard un tract en défense du wokisme. Et donc, je reviens à mon argument. J'avais dialogué avec Sandra Laugier dans la revue Politique et Parlementaire il y a 2 ans à peu près sur le wokisme. Elle est connue pour être archi-woke. Elle a placé tous les universitaires woke dans son université et pas seulement malheureusement dans son université. J'ai dialogué dans Philosophie Magazine avec François Cusset justement et j'étais ravie de l'occasion qui m'était donnée de dialoguer avec vous ce soir. Eh bien, chaque fois, je me retrouve toujours avec des gens qui mettent tellement d'eau dans leur vin qu'on ne peut pas reconnaître leur thèse, c'est-à-dire qu'entre ce qu'ils ont écrit et ce qu'ils disent en présence d'un anti-woke, on se retrouve... tout d'un coup, il n'y a plus de wokisme dans votre... Alors je vais répondre. Voilà, justement parce que ça m'amène à la question que je voulais vous poser pour parler de votre livre. J'avais 2 questions, mais d'abord celle-là. Là, en fait, vous nous avez décrit une espèce de théologie négative du wokisme. Non. Si, je ne suis pas d'accord. Vous m'avez la liste de tous ce qu'on Parce que vous m'avez interrogé que sur... La question Pardon, non. M'avez-vous interrogé sur la théorie critique de la race? Non. M'a-t-on interrogé sur la théorie du genre? Non. M'a-t-on interrogé sur... Attendez, m'a-t-on interrogé un chapitre antispécisme, un chapitre théorie du genre, un chapitre théorie critique de la race. Donc me dites pas que je ne... Écoutez la question, vous allez voir, elle va être très courte. Donc la question, c'est justement, faites-nous de la théologie positive, c'est-à-dire qu'est-ce qui justifie que vous considériez que c'est une idéologie progressiste, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Parce qu'on a surtout entendu ce qui était de mauvais que vous réprouvez. Parce qu'on ne m'interroge que là-dessus. Donc je vous réponds. Non, mais je vous invite à le dire, je vous réponds. Très brièvement, je me permets de revenir sur ce que monsieur me disait tout à l'heure quand il m'a dit, vous n'êtes pas un spécialiste du Proche-Orient. Attention, je vous taquine, un peu de culture à dire que quelqu'un n'est pas ce que vous pensez sans vraiment connaître. J'ai vécu 3 ans à Beyrouth. C'est pas pour ça qu'on vous a Oui, non, mais là, on va repartir sur la... Répondez, qu'est-ce qu'il y a de bon dans le wokisme? J'ai enseigné 3 ans à Beyrouth, j'ai écrit un livre sur la cause palestinienne à l'époque. Vous pourrez en débattre après. Maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a de positif, qu'est-ce qu'il y a au fait, au cœur de votre livre? Donc, pour répondre à madame sur 3 choses pour l'aspect positif, parce que jusqu'à présent, je n'ai fait, j'ai pas du tout été agressé, c'est pas du tout ce que je dis, mais je n'ai fait que expliquer ce qu'il y avait de négatif puisqu'on ne m'a interrogé que là-dessus. Juste une petite chose, quand madame dit, elle a raison, une fois de plus, ça veut dire que je mets de l'eau dans mon vin, mais comment dire? Bien sûr qu'il y a une forme de totalitarisme, bien sûr qu'il y a du terrorisme à l'université, mais de quoi est fait ce vin? Mais voilà. On n'a pas... Non, mais c'est important. Madame dit qu'il y a du terrorisme à l'université. Elle a raison. Mais n'y en a-t-il pas eu sous tous les régimes politiques? Du totalitarisme. Non, mais il n'y a-t-il pas eu à chaque génération des gens qui se disaient j'ai peur pour mon poste, il vaut mieux que j'ai l'air socialiste, que j'ai l'air de droite? Arrêtons. Non, bien sûr. Il y a eu une seule génération qui a été dans ce cas-là, c'est la génération marquée par le stalinisme. Et c'était il y a dans les années 50-60. Tout à fait. La mienne. C'est une chose récurrente. Voilà. Je reviens. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bon? Donc, maintenant... Et qui est le cœur de votre livre? Qu'est-ce qui est de positif à défendre dans le wokisme? Je commencerai par la théorie de la race, donc pour répondre à ce que madame disait tout à l'heure, en nous expliquant que l'universalisme qui a permis l'égalité, etc., est en contradiction avec le wokisme, etc. Alors, une fois encore, on peut ne pas être d'accord avec ma thèse, mais je réfute cela. Pour moi, le wokisme est issu des grands mouvements culturels de la Renaissance, des grands mouvements d'idées du XVIIIe siècle, et comme je l'écris, mais une fois de plus, on peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais j'ai du mal à comprendre, je le dis franchement, j'aurais du mal à comprendre que des personnes humanistes ancrées dans la culture de gauche ne puissent pas essayer, je ne parle pas de vous, je parle pas de madame puisqu'elle est là pour parler avec moi, refuser d'essayer d'analyser cela. Je l'écris, alors, la théorie critique de la race d'aujourd'hui ne fait au fond qu'approfondir et élargir ce concept, celui des Lumières. Avant les Lumières, si tu es différent de moi, tu m'es donc inférieur. Ouais. Que ce soit au niveau social, au niveau de la race, etc. Après les Lumières, même si tu es différent de moi, toujours au niveau de la race ou au niveau social, tu es mon égal. Nous étions encore sous peu dans cette société. J'ai grandi, c'est merveilleux. Aujourd'hui, on va plus loin. Aujourd'hui, je me
permettrait de revenir sur la repentance ensuite. Aujourd'hui, on va juste plus loin. Avec le wokisme, tu es mon égal, enrichis-moi de tes différences que je suis prêt à accepter. Et c'est là où il y a beaucoup ce quiproquo, mais pourquoi je dois être reconnu sous ma couleur de peau, pourquoi on reproche à beaucoup d'Afro-Américains ou de Noirs français de vouloir mettre en évidence leur couleur de peau, etc. Je reconnais que tu es mon égal, mais j'accepte ta différence, j'accepte de voir que tu es différent de moi. Tu es donc mon égal, enrichis-moi de tes différences et enseigne-moi leur histoire afin que j'apprenne à les respecter, etc. Je ne vois... Attendez, terminez votre phrase. Parce que je vais revenir sur la repentance ensuite. Je la terminerai quand je vais revenir juste ensuite. C'est très clair. Ça se termine mal. Avant le wokisme, non. Avant, ça se termine très bien. Avant le wokisme, tu n'es pas mon égal. C'est très clair. Avant, pardon, les Lumières, tu n'es pas mon égal. Si tu es différent de moi, tu m'es inférieur, c'est clair. Socialement, aristocratie, etc. Après les Lumières, progressivement, hein, ça n'a pas changé en un jour, évidemment. Si tu es différent de moi, tu es mon égal socialement, la race, etc., etc. Avec le wokisme, tu es mon égal, mais maintenant, j'accepte de voir tes différences, enrichis-moi de celles-là, revendique tes différences culturelles afin que nous nous enrichissons mutuellement dans un communautarisme qui comporte le mot commune, qui comporte le mot communiste, excusez-moi, et j'en ai terminé sur la théorie critique de la race, je viendrai ensuite sur le genre, et là, ce qui fait frémir, pas à juste titre, je taquine, Nathalie, et enseigne-moi leur histoire, afin que j'apprenne à les respecter, à les aimer, et, ne criez pas dessus, je vais expliquer, puis pardonnez-moi pour autrefois. Alors, pardonnez-moi pour autrefois, ce qui signifie qu'on considère les gens... laissez pas expliquer. Qu'on considère les gens non pas comme des individus. La culture, quand même, c'est quelque chose. Il faut le laisser nous expliquer la partie Nathalie, positive. pas de conseil de culture. Après, nous allons lui faire une critique raisonnable. Je vous taquine une fois de plus quand j'ai l'habitude de faire la conseil de culture. Donc, on termine sur la race, après les autres aspects positifs. Quand je parle, pardonnez-moi pour autrefois, alors la repentance. Je suis blanc. Est-ce que j'ai à me repentir pour ce que mes ancêtres ont fait à des Noirs? Personnellement, ben non, c'est absurde. Enfin, cela n'a Pourquoi vous l'écrivez alors? Il y a tout un chapitre dessus, et je crois qu'il peut y avoir des critiques sur mon livre, mais la clarté, la limpidité est revenue. Donc je me permets de l'expliquer, ne m'interrompez pas. Je suis blanc. Mes ancêtres, ça n'a pas été le cas, je pense pas, mais peut-être. Mes ancêtres, disons, auraient été esclavagistes. Est-ce que j'ai à me repentir chaque matin en me disant « Mon Dieu, je suis une ordure ». Non, mais pas du tout. Ça sonne un imbécile, vous direz ça. Moi, ce que je dis, ce que disent des personnes éclairées qui essayent d'analyser, c'est aujourd'hui, nous avons enfin conscience de beaucoup de choses, nous avons conscience de beaucoup de nos erreurs, et nous ne devons pas nous repentir, mais nous devons avoir conscience de ce qui a été commis en notre nom, au nom de nos ancêtres, car oui, combien de fortunes capitalistes, toutes les fortunes capitalistes américaines reposent sur l'esclavage. Je suis, la plupart, 80%, je suis désolé de le dire. Vous l'appréciez pas, je ne pense pas que vous soyez pro-capitaliste. Bon, mais il faut quand même voir un fait. Donc je ne dis pas que ces gens doivent donner leur fortune à la communauté noire, bien évidemment, je ne dis pas qu'ils doivent pleurer. Mais je dis qu'au niveau communautaire, au niveau de la communauté nationale, il doit y avoir une prise de conscience de ce qui a pu être fait autrefois. Regardez Haïti qui a payé jusqu'en 1950 la dette que la France lui a imposée pour payer la liberté de ses esclaves. Vous êtes d'accord avec ça? Vous ne trouvez pas qu'on devrait réparer ce qui a été fait à Haïti? Traitez-moi de fou, de woke. Excusez-moi, mais on peut le réparer au niveau politique, au niveau collectif. Mais exactement, mais qu'est-ce que je veux dire? Non, mais vous dites, puis pardonne-moi pour autrefois. Oui. Vous ramenez à la situation... C'est avant le chapitre sur la repentance. C'est deux paragraphes après avoir dit que le wokisme... Nathalie, c'est important. Après avoir dit que le wokisme est l'enfant des... Vous voyez ce qui est difficile avec les anti-woke, c'est combien de fois j'ai dit à Nathalie qu'elle avait raison. Vous avez remarqué que pas une fois... Une fois, on me dit que j'avais au moins raison sur 5%. Mais non, mais parce que vous avez tort. Non, mais on va faire la critique après. Mais qu'est-ce que pensait Barack Obama du wokisme? Non, Barack Obama est devenu tendance woke encore une fois. Opportunisme. Là, vous nous avez dit, on va dérouler les aspects positifs. Donc voilà, sur la repentance. On poursuit. Nathalie a raison de dire. Vous voyez combien de fois je dis Nathalie a raison, Nathalie a raison de dire que la fin de ma phrase peut faire réfléchir. On va quelque part. Faire bondir, surtout. Mais toute personne intelligente va quelques pages plus tard et a donc un sous-chapitre sur la repentance où j'explique ce que je viens de vous dire, je ne vais pas me répéter, que on ne doit pas évidemment se donner son argent ou se sentir quand on voit un Afro-Américain ou un Noir, c'est absurde. Mais je dois avoir, c'est vrai, en tant que collectivité, mais
je suis désolé, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, vous allez me dire que je mets de l'eau dans mon vin, j'en mets pas. Je suis d'accord qu'au niveau de la collectivité, qu'au niveau international, au niveau des structures, nous devons avoir conscience, tous ensemble, de cela, mais enfin, il n'y a pas plus, pardonnez-moi, mais pas plus à gauche, pas plus communiste que cette idée de ce que nous avons pu faire, non pas individuellement, une fois encore, mais collectivement, ce qui a produit notre société et donné les richesses à notre société. Il ne s'agit pas de donner tout ça azimut, mais juste d'en avoir conscience et d'essayer, d'une manière collective, réfléchie, c'est pas à moi de trouver ces solutions, il y a des comités, il y a des politiques, il y a des parlements, d'essayer, si ce n'est de réparer, du moins de remettre en place cette histoire, de la laisser vivante, ce que ne font pas les grandes plateformes de streaming qui réécrivent l'histoire pour des raisons pécuniaires. Donc voilà ce que je dis. Pardonne-moi pour autrefois. Je ne dis pas « Oh, je suis désolé, oh, toi, t'es noir. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je te donne mon argent. » Mais c'est aberrant. Sauf qu'il y a eu un... Non, mais je dis pas que non, mais on va les objections après parce que... Quelqu'un qui était noir. Oui, mais on va... Attends, tu vas faire tes commentaires. Tu vas poser les questions après. Vous avez raison, mais c'est une autre question. Bon, ça, là, c'est le privilège blanc. Oui, oui, mais là, on a vu la repentance. Si on pouvait parler des autres aspects, parce que... Non, je voudrais juste on va revenir là-dessus après, un tout petit Nathalie. mot pour expliquer en quoi votre conception de la repentance est le contraire de ce que vous dites quand vous écrivez que le wokisme est l'enfant des Lumières. Parce que vous placez cette repentance au niveau individuel dans votre texte, puis pardonne-moi pour autrefois, et lorsqu'on vous dit ça c'est le contraire des Lumières, parce que dans les Lumières, les individus ne sont pas les représentants d'une communauté, mais ils sont simplement des individus qui ne sont comptables et responsables que d'eux-mêmes, eh bien tout d'un coup vous mettez les choses à un niveau collectif et vous jouez tout le temps sur cette indistinction et puis revenir entre après sur ce que l'individuel monsieur... et le collectif. Non, après revenir sur la suite, le genre, de la etc. repentance woke, c'est qu'elle demande à des hommes blancs de se repentir publiquement parce qu'ils seraient bénéficiaires d'un privilège. Madame a dit que j'étais woke tout à l'heure et je dis le contraire. Donc, non. Non, il y a un chapitre, lisez le chapitre sur la repentance. Pardonne-moi pour autrefois, c'est typique de la philosophie woke. Bon. En tout cas, vous nous avez décrit, nous sommes d'accord, vous nous avez décrit la repentance. Je crois que j'ai été très clair et qu'il y a un chapitre très clair. Oui, donc vous avez décrit la repentance, les aspects positifs, selon vous, qui font que vous assommez le wokisme sur ce point en particulier. Juste, monsieur nous parle de Barack Obama, un président noir. Mais attendez. Quel seul un abruti vous dirait qu'il n'y a pas de progrès aux États-Unis au niveau du racisme. Quand j'entends des woke écervelés qui nous disent « Le racisme est omniprésent, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible », enfin, arrêtons. Le président a été noir, la vice-présidente est noire, le maire de New York est noir, des maires républicains sont noirs. Angela Davis a dit exactement le contraire de ce que vous venez de dire. Bah elle a tort, je suis désolé. Ah, voilà. Mais laissez-moi développer, parce qu'il y a toujours un « mais ». Donc, je partage, je pense, votre idée, c'est-à-dire qu'il y a un progrès extraordinaire au niveau du racisme. Rappelons-nous ce que je raconte dans mon livre, que la dernière veuve d'un soldat confédéré est morte en 2013. La dernière veuve d'un soldat de l'Union est morte en 2020 du Covid. C'est très récent tout ça. Donc, vous imaginez les progrès. Mais, et je suis obligé de faire une parenthèse, mais pourquoi on a ce problème? Pourquoi les Afro-Américains sont-ils au niveau de l'éducation, parce qu'on parle d'Obama, etc., et c'est merveilleux. Donc, je suis très clair, de très grands progrès. Le jour et la nuit, entre les années 60. Vous vous rendez compte? J'ai eu un propriétaire qui est black et qui me rappelait que dans les années 50, il ne pouvait pas s'asseoir dans le bus. Aujourd'hui, c'est mon propriétaire. C'est fabuleux. Il est venu manger, je lui ai fait goûter la galette des rois parce qu'il ne connaissait pas. Je suis un fan des galettes des rois. Donc, qu'on ne me parle pas, qu'on me dise pas. Mais une fois de plus, il y a des abrutis partout. Il y a des abrutis chez les woke, il y a des abrutis chez les anti-woke, il y a des abrutis chez les communistes, il y a des abrutis, ils sont tous abrutis à l'extrême droite, mais ça c'est autre chose. Mais tout ça pour dire que donc des progrès, mais il faut encore en faire plus. Il y a encore des progrès à faire. C'est tout ce que l'on dit. Et quand on parle du privilège blanc, arrêtons. Je ne suis pas privilégié par rapport à beaucoup de noirs de la classe supérieure. Mais, au quotidien, arrêtons. On n'est pas dans un état esclavagiste et raciste. Il n'y a pas... Mais, il est vrai, je suis désolé, et je pourrais vous citer des exemples qui sont dans mon livre, qu'au quotidien, je parle des États-Unis, je ne me permettrai pas de parler de la France, qu'il y a un racisme inconscient, qu'il y a un privilège quand vous êtes blanc, quand vous cherchez un appartement. C'est pas un privilège, c'est normal. Ne pas être discriminé, c'est normal. Ben, vous pensez normal que le propriétaire ne prenne pas quelqu'un parce qu'il est noir? Je suis en désaccord avec l'idée qu'on qualifie de privilège ce qui est normal, à savoir ne pas être discriminé. Donc, ce qui est et c'est pas de la discrimination quand quelqu'un n'est pas pris parce qu'il est noir ce qui est anormal, et que la personne a été condamnée pour ça. Vous ne me comprenez pas.
Non, mais Ce c'est qui pas ça est que vient de dire anormal, Nathalie. ce qui est anormal, c'est d'être discriminé. Faire du fait de ne pas être discriminé un privilège, c'est dégueulasse. Ça veut dire culpabiliser les gens pour une situation qui est juste normale, Mais à savoir ne pas être discriminé. Je pense pas que je dise le contraire. Je Donc, dis juste donc, qu'il y a des projets à faire. donc, Et on conclut et on je est vais sur le d'accord genre. là-dessus, je sais. Je dis juste, par exemple que mon idée soit précise, je dis juste qu'il y a des progrès immenses, et gigantesques, mais malheureusement qu'il y a encore des choses à faire, parce Excusez-moi. qu'il y a un vrai racisme aux États-Unis qui est toujours présent, et il y a un privilège. Non, mais c'est pas pour ça que je dois culpabiliser en tant que blanc. J'ai pas dit que je dois culpabiliser chaque jour, mais je dois juste avoir conscience. Et c'est vrai que parfois, si on veut éviter la discrimination positive, qui n'est pas une bonne chose, elle a raison. Une fois de temps, on va dire que je mets de l'eau dans mon vin, mais être intelligent, mettre de l'eau dans son vin, j'essaye juste d'analyser ce qui est positif à droite, à gauche, enfin à droite, à gauche, pas au sens politique, mais bref, donc des progrès à faire. Et juste avant de revenir, au niveau des lumières, quand madame me dit « Mais les lumières, on dit ça », mais je vous caricature, hein, je ne me moque pas de vous, attention, elle a raison, mais ça me rappelle un peu les Américains qui sont bordés avec leur père fondateur. Mais George Washington a dit, ou Abraham Lincoln a dit, est-ce qu'on est en train de se dire, mais Louis XVI a dit, ou tous les jours, machin a dit, ou De Gaulle en fonction de nos idées, ou etc. Arrêtons. Les Lumières ne sont qu'un mouvement en progrès. Pourquoi on n'irait pas plus loin? Alors, mes idées de continuité des Lumières ne sont peut-être pas bonnes. Je ne me compare pas du tout à Voltaire, hein, mais rappelons-nous ce que l'on a dit des encyclopédistes, ce que les conservateurs ont dit des encyclopédistes et des Lumières. Mais les grandes idées humanistes de la Renaissance, d'où j'ai, et vous, avec vos Lumières, vous allez trop loin. Je ne dis pas que j'ai raison. Je dis simplement qu'on a le droit d'essayer d'aller plus loin. C'est tout ce que j'explique. J'invite au débat. Maintenant, je réponds. La théorie du genre. Alors, une fois de plus, on va dire que je mets de l'eau dans mon vin. Je tiens à dire que je ne bois pas de vin, donc c'est surtout de l'eau dans mon eau. Pour des raisons de santé, malheureusement, je ne peux pas en boire. Mais tout ça pour dire que la théorie du genre, une fois de plus, on mélange tout. Je parle pas, une fois de plus, je parle pas de madame, dont le livre est évidemment construit différemment. Je dis pas ça pour lui faire plaisir. Je me permets de gentiment me moquer d'elle ou de la contredire quand je ne suis pas d'accord. Mais sinon, j'aurais pas accepté le débat comme elle l'aurait pas accepté si on pensait l'un et l'autre que nous étions des fanatiques obtus et insupportables. Donc, pareil, avant de revenir sur ma conception de la théorie du genre, faut arrêter les conneries. Des gens qui vous disent il n'y a pas de différence des sexes. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que Elon Musk réussisse ses expériences, je crois quand même qu'il y a des gens qui naissent en général avec un vagin et d'autres qui naissent avec un pénis. Si quelqu'un veut me contredire... selon les trans, ils sont assignés à la naissance. Bah c'est pas vrai. Les extrêmes... Le wokisme trans, c'est ça. Hein, bah non. Alors donc, précise-nous ce que c'est que le wokisme non, trans, alors. non, mais une fois encore, attention, Si c'est pas ça. attention, tous mes collègues académiques aux États-Unis, les intellectuels qui défendent les idées que je défends, n'iront jamais vous dire. Mais il y en a, hein, bien sûr qu'il y en a. Mais je suis désolé, c'est comme dans les gauches, il y a différentes gauches. Je suis désolé, quelqu'un qui vote pour François Hollande n'est pas quelqu'un qui vote pour le Parti communiste. Mais pourtant, on les catalogue à gauche. Donc on ne vienne pas dire à un communiste qui vote communiste, comme j'ai pu le faire, « Ah, mais monsieur, votre Hollande, il dit des conneries !» Qu'est-ce que vous allez répondre? Vous allez dire, mais écoutez, arrêtez de me faire chier avec, pardonnez-moi des vulgaires, mais avec Hollande. Moi, je suis communiste. Pareil avec Hollande. Donc c'est la même chose chez les Nous woke. qui sommes communistes, je vous dis, on ne dit pas ça du tout. Bon, bah, si vous êtes d'accord avec Hollande, tant mieux pour vous. Mais Non, pas du tout. C'est ce que je dis. Justement. Bah, voilà. Donc, non, mais on n'a jamais voté pour Hollande. Mais qu'est-ce que je dis? C'est bien ce Voilà. que je dis. Ni pour les communistes, c'est ce que je vous ai dit, qui se sont associés à lui. Mais Ou à Macron, ou à Dieu sait Mais peu qui, importe. ou à Anne Hidalgo, Mais peu importe. ou à la maire du quartier. Cher monsieur, vous comprenez l'exemple. C'est ça qu'on essaie de comprenez vous l'exemple. expliquer. C'est vous avez dans toutes les catégories politiques, philosophiques, etc., différentes nuances, différents degrés. Donc vous avez des woke extrêmes qui vont vous dire, et pour moi c'est une bêtise, oui, non, c'est pas vrai, on n'en est pas avec un sexe différent. Mais enfin, jusqu'à présent, il y a des gens, je suis basique, qui naissent avec un pénis, d'autres qui naissent avec un vagin. Ça, c'est une chose. Maintenant, le genre. Et une fois encore, on n'est pas obligé d'être d'accord avec cette théorie. Donc, m'interrompez pas, je vais essayer d'être clair parce que c'est compliqué. Une fois encore, je ne dis pas que je suis le seul à voir la science infuse. C'est idiot. J'invite au dialogue. Par contre, je partage la position du wokisme en général sur le fait que le genre, attention, pas le sexe, que le genre est une construction sociale. Je l'explique, je crois, très clairement. Toutes les critiques m'ont dit que c'était très clair. Et c'est pour ça que je suis d'ailleurs très souvent invité, même par des opposants qui me disent au moins on peut dialoguer. Je le dis très clair, il y a tout un chapitre où je dis seuls les abrutis, je crois que c'est ou des idiots, vous diront le contraire. Donc on est avec un pénis ou un vagin, mais
le genre est une construction sociale. Pour faire clair, pendant... Donc arbitraire, dites-vous dans le livre. Laissez-moi finir. Donc, pendant de nombreux siècles, et pas il y a encore si longtemps, on a, je crois, la petite fille s'habille en rose. On le fait encore. Je vais vous sembler idiot. Moi, j'ai un petit chien aux États-Unis, on a acheté des costumes. J'ai acheté un costume, un petit truc rose, parce que je trouve ça charmant. Mais on habille. Ce sont des idées, mais enfin. On se connaît tous ces clichés. Les petites filles en rose, les garçons en bleu, les garçons jouent avec des camions, les petites filles avec des poupées. Ça évolue, heureusement. Mais où est le problème? Les femmes n'ont pas le droit de vote. Les femmes n'ont pas le droit de vote, parce que les femmes... Je suis désolé, les femmes n'ont pas le droit de vote jusque quand même. Non, attention, je vous parlais du rose, des camions, etc. Pourquoi? Où est le problème que les petites filles s'habillent en rose et les garçons... si elles le volent. Mais si elles volent... oui, c'est ce que je dis. Mais non, n'oubliez pas que pendant très longtemps, ne soyez pas de mauvaise foi, pendant très longtemps, on a essayé d'inculquer, il y a encore très récemment, beaucoup de personnes sont encore en vie, j'ai une part de ma famille en Suisse, mon ancienne belle-mère avait jusqu'en 69, devait demander à l'autorisation de son mari pour ouvrir un compte et pour aller voter. Alors qu'on ne me dise pas quand même... Oui, mais ça n'a rien à voir avec le fait de s'habiller en rose ou en bleu. Monsieur... Non, je veux juste terminer, Nathalie. Laissez-moi. Mais j'explicite, c'est très clair. Bon, parce que Romuald essaye de montrer que les stéréotypes sont une mauvaise chose en matière de genre, parce qu'il relancerait, disons, des discriminations contre les femmes. Bon, c'est le discours woke de lutte contre les stéréotypes qui repose sur une confusion sémantique évidente, à savoir qu'on confond la différence et la discrimination. Et qu'au motif qu'il y aurait une différence des sexes, cette différence impliquerait forcément une discrimination. Ce qui est une faute de raisonnement. Oui, je ne parlais pas de discrimination, typique, justement, des femmes. Woke, je parlais de différence des genres, mais ça serait bien que je puisse terminer mon exposé. Et la lutte contre les... Et une fois encore, vous savez, j'ai pas la science infuse. Et la lutte néo-féministe contre les stéréotypes est une lutte stupide. Au contraire de Nathalie, j'ai pas la science infuse. Et si vous l'avez remarqué, au moins vous pourrez dire que je n'affirme pas, je ne dis jamais j'ai raison, je dis c'est mon point de vue, il est discutable, mais donc mon point de vue et celui de la plupart des woke modérés est que le genre, je parle pas de discrimination. Je dis, pourquoi une discrimination que les petites filles s'habillent en rose et les garçons en bleu? Mais c'est absurde. Je dis juste que l'on détermine un genre à la naissance. Pendant très longtemps, on contenait, là il y a une discrimination, les femmes à un rang, on est à la maison, on ne vote pas, etc. Les garçons à la guerre, oui, c'est une forme de discrimination. Les garçons à ceci, les garçons, etc. Ce que dit le wokisme, c'est le genre, et je vais être très clair, mais vraiment arrêtez-moi si je ne le suis pas. Le genre est une construction sociale et culturelle, je le pense, je le crois, je peux avoir tort bien évidemment, mais ce sont mes convictions. Et de là, très original, oui, j'allais vous dire, ça c'est pas spécifique du wokisme, ça date de Butler, quasiment de Foucault, etc. Donc c'est. Est-ce qu'on n'est pas en pleine cancel culture vraiment quand on interrompt quelqu'un? C'est très drôle. Excusez-moi, lisez le livre, lisez le livre. Non, mais le problème c'est qu'on essaie que vous nous disiez qu'est-ce qui est spécifique du wokisme une stratégie, et qui est positif. On interrompt en permanence. C'est ça la question. Mais si je peux terminer, sinon franchement, n'invitez pas. Donc. Le genre est une construction. Mais c'est mon point de vue. Une fois encore, je ne dis pas arrêtez de me bondir dessus. Le genre, j'ai le droit d'avoir mes idées, le genre est une construction sociale et culturelle, je n'en démords pas, mais cela ne change en rien qu'il y a des gens qui naissent avec un zizi et des gens qui naissent avec une zézette. C'est très clair. Le genre est donc une construction sociale. Le wokisme n'a fait que mettre en avant des théories qui existaient. Le wokisme ne fait que continuer des progrès qui ont été en cours et permettent, alors là on peut ne pas apprécier ce que je vais dire, on peut être contre, je ne le dis pas, je suis juste en train d'expliquer. On est donc arrivé aujourd'hui sur le fait que une personne qui est née donc avec un sexe masculin, si cette personne ne se sent pas à l'aise dans son genre de naissance qui lui a été attribué, le genre masculin, cette personne est tout à fait libre de... Qu'on ne m'interrompt pas s'il vous plaît parce que c'est très... Cette personne est tout à fait libre aujourd'hui, et ce n'était pas le cas il y a encore 10 ans, 15 ans, tout à fait libre dans nos sociétés. Enfin, un Premier ministre homosexuel, formidable, hein, mais imaginez, il y a 20 ans, excusez-moi, c'est pas un progrès. Mauroy était homosexuel. Il n'était pas ouvertement. Arrêtons, il y en a. Non, mais vous dire imaginer, on l'imagine très facilement. Non, vous êtes de mauvaise foi. J'entends. Je ne pense pas que Mauroy aurait dit ouvertement je suis homosexuel. Oui, mais il était, vous dites, imaginez un Premier ministre homosexuel. Un Premier ministre, monsieur, vous êtes assez intelligent et vous avez des facultés cognitives et je pense excellentes qui vous permettent de comprendre que je parlais d'un Premier ministre qui se revendique homosexuel. N'est-ce pas un progrès social? Ou alors on est homophobe. Mais selon moi, c'est un progrès et ça fait partie du
wokisme. Donc je reviens au genre. Donc le genre, la théorie du genre, offre la possibilité à Nathalie, si demain elle ne se sent plus à l'aise dans le genre qui lui a été assigné à la naissance, ou moi-même, de se dire, si elle ne se sent plus à l'aise dans le genre qui lui a été assigné, le sexe. Vous êtes né avec un pénis, madame est née avec un vagin. Ça, c'est la loi biologique. Homme-femme. Je réexplique à monsieur qui n'avait pas compris. Non, allez, il faut le laisser. Et oui, parce que vraiment, c'est insupportable. Donc, je réexplique à monsieur qui pose une question judicieuse. Si je n'ai pas été clair, autant que je sois. Donc, ça, c'est la biologie. C'est indiscutable. Seul un idiot vous dira que c'est pas. Le genre, je viens de l'expliquer, je ne vais pas recommencer, est lui une construction sociale. Alors ensuite, on aime ou on n'aime pas ce que le wokisme propose. Vous avez tout à fait le droit. C'est pas le cas. Je vous demande juste de comprendre ce que le wokisme propose. Qu'on me dise que c'est une aberration. Que propose-t-il? Qu'on me dise que c'est une aberration, vous avez le droit, bien évidemment. Que propose-t-il? Mais qu'on me dise pas que c'est pas clair. Le wokisme propose donc, si moi, demain, je ne me sens plus à l'aise dans le genre qui m'a été assigné à la naissance, le genre masculin parce que je suis né avec un pénis, si je décide de me sentir à l'aise dans un autre genre qui est le genre donc féminin, j'ai le droit aujourd'hui, au regard de la loi, de changer mes vêtements, de changer mon prénom et d'être reconnu comme Romualda au lieu de Romuald si on le veut. Alors, on peut ne pas apprécier. Certaines personnes vous diront que c'est une décadence. C'est un autre débat. Mais je vous explique juste, c'est ça la théorie du genre. C'est rien d'autre. Mais ne confondez pas cette théorie avec les fanatiques des deux bords, ceux qui vous diront « mais c'est pas ça, il y a des transsexuels qui... » Mais bien sûr qu'il y a des abrutis. C'est comme le changement, la transition de genre. Il y a des abrutis, des types horribles aux États-Unis qui donnent des pilules à des gamins de 5 ou 6 ans parce que leurs parents veulent... Parce qu'un jour, la gamine est rentrée de l'école. « Oh, en fin de compte, moi, je suis un petit garçon. » On lui donne des pilules et de je ne sais trop quoi et elle ne pourra jamais redevenir à son état normal. Mais c'est aberrant, ce genre de choses. Bien évidemment. Donc, ne confondons pas, s'il vous plaît, ce qu'est la théorie du genre. On l'apprécie, on ne l'apprécie pas. Pour moi, c'est une avancée socio-culturelle et sociétale très importante, comme le mariage gay. On peut, une fois encore, être contre le mariage gay. Mais je crois qu'on a tous compris ce que voulait dire le mariage gay. C'est-à-dire deux gars qui vont se marier comme un homme et une femme. C'est clair. On aime ou on n'aime pas, mais c'est clair. Voilà ce qu'est la théorie du genre. À côté de cela, vous aurez des hystériques, et je ne mets évidemment pas une fois encore Nathalie, bien évidemment, dans le lot d'extrême droite qui reviendront, ou de droite, ou conservateurs, ou anti-wok qui vous voudront pas écouter. Comme ils n'ont jamais, comme ceux qui n'ont pas voulu écouter lorsque l'on a expliqué, lorsqu'ils disaient il faut laisser travailler les enfants dans les mines parce que sinon vous allez couler les industries parce qu'ils sont les seuls petits à pouvoir aller au sein des mines. Il y a de nombreux conservateurs qui disaient vous allez couler l'industrie française. Excusez-moi. Donc, essayons de comprendre. Une fois encore, je ne dis pas que c'est positif, je fais un constat. Voilà ce qu'est la théorie du genre. N'écoutez pas les extrêmes de droite qui vous disent c'est autre chose. N'écoutez pas les extrêmes wokistes qui vous disent c'est pas vrai. Il y en a, et j'en connais. Hein. C'est pas vrai, on ne naît pas fille ou garçon. Non, on n'est pas avec un zizi ou... Non. C'est aberrant. Voilà ce qu'est la théorie du genre. Je pense que c'est très positif. 2-3 autres aspects. La libération de la parole des femmes. Alors on va me dire, ah, mais le féminisme n'a pas attendu le wokisme. Non, la libération des femmes, il faut savoir ce qu'on entend dans le wokisme. Bien évidemment que le wokisme n'a pas tout inventé. Je le dis depuis des heures. Le wokisme est le prolongement de valeurs qui ont commencé à voir le jour au XVe siècle. Donc oui, l'expression, la libération de la parole des femmes est également un des succès du wokisme. Alors bien évidemment, une fois encore, on est arrivé, j'en reviendrai à ce que disait pour répondre à Nathalie à propos de l'homme blanc, etc. On est arrivé à des excès, une fois de plus, évidemment, et excusez-moi, c'est vrai, c'est très dangereux, une femme décide de vous accuser, de m'accuser, bon, on est coupable sans avoir eu... Mais ce sont des excès, ils passeront comme les excès de la révolution sexuelle. Mais la révolution sexuelle n'a-t-elle pas été un grand progrès? Il y a eu des excès sous la Révolution française. Je pense qu'ici, personne ne voudrait qu'on aille guillotiner. Je pense que Nathalie n'est pas d'accord avec moi, mais qu'elle ferait tout pour empêcher que je sois guillotiné. Enfin, je l'espère. En tout cas, moi, je ferais tout pour l'empêcher. Ces excès ont disparu. C'est la même chose. Donc oui, je condamne le néo-féminisme ultra, mais je soutiens que... et j'ai fini juste 3 phrases. Et je soutiens, parce qu'il m'a demandé, donc terminé, et je soutiens que le wokisme a offert aux femmes une libération de la parole plus importante qu'elle ne l'était avant. Une critique qui est le privilège blanc, mais au sens l'homme oppresseur, le mâle blanc, etc. Je suis un mâle blanc hétérosexuel de plus de 50 ans. Bon, voilà, ne jetons pas la pierre évidemment à tous les hommes. Mais comme je l'explique dans le livre, il y a aussi des choses parfois qui pouvaient être, une fois de plus, modération.
qui pouvaient être discriminantes avec les femmes. Moi, je réfléchis à des choses que j'ai pu faire quand j'avais 18, 20 ans, qu'aujourd'hui, je juge qu'on ne ferait pas. Une fois de plus, il ne faut pas me culpabiliser, je ne culpabilise pas. Je suis pas en train de me dire, oh mon Dieu, Romuald, tu te rends compte, tu as essayé 3 fois d'embrasser cette fille. Non, je me dis, peut-être que je n'aurais pas dû faire ça. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est mieux. Mais est-ce que une personne qui a compris les avantages de la Révolution française, ou quelqu'un né dans l'aristocratie comme Lénine, qui est devenu communiste, s'est culpabilisé toute sa vie en se disant « Oh mais je suis d'une famille de la petite aristocratie ». Oh, mais non, il a progressé. On a le droit de changer. On a le droit donc d'admettre qu'on ne s'est pas toujours comporté d'une manière équitable, honorable et respectable, et qu'on essaie que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Mais une fois encore, dans la modération. Alors, et avant de laisser un tout petit peu la parole au public pour la discussion, je la rends à Nathalie qui va répondre sur les points que vous venez d'évoquer. Juste rapidement, ce que vous nommez les excès du wokisme sont en fait consubstantiels parce que c'est typique de la dictature des communautés. Une femme qui s'identifie à une communauté de victimes quoi qu'il arrive et qui identifie tout homme à une communauté d'oppresseurs quoi qu'il arrive, va forcément se sentir autorisée à partir dans les excès que vous critiquez à juste titre, mais qui ne sont absolument pas des excès exceptionnels qui seraient vraiment totalement atypiques. C'est le cœur même des conséquences normales de ce croisement entre le communautarisme et l'obsession de la domination. Ça, c'est une première chose. Donc, je ne crois pas du tout, à votre idée des excès. Je pense qu'ils sont constitutifs du wokisme. Je comprends très bien votre position, on n'est pas d'accord. Par ailleurs, je voudrais juste, et on va finir là-dessus pour vous aider dans votre débat demain avec Finkielkraut. Page 174, vous écrivez que vous parlez d'une figure telle que Jean-Luc Mélenchon, personnalité pétrie d'une grande culture et d'une véritable vision historique. Bon, alors, je suis... Alors, non, mais... Je ne dis pas qu'il ferait un bon président, je ne dis pas qu'il ferait un bon président, mais peut-on lui dénier la culture et une vision historique? Je n'ai pas dit une vision politique. Excusez-moi, mais quand ni géostratégique, ni géopolitique. Quand il refuse de qualifier de terroriste l'attaque du Hamas, à mon avis, c'est ni une grande culture, ni une grande vision. Je suis entièrement d'accord, mais est-ce que je l'ai dit? Je précise. Madame, n'avez-vous pas dit des bêtises dans votre vie? N'en ai-je pas dit? Et là-dessus, je voudrais terminer sur 3 petits conseils pour demain, pour la ça, question de l'antisémitisme et du wokisme. C'est une question importante. Elle est même fondamentale. J'avais fait au mois de juin, dans la revue Le Droit de Vivre, qui est la revue de la LICRA, un petit article intitulé « L'antisémitisme, angle mort du wokisme ». C'était en juin. Il est en libre accès. L'antisémitisme, angle mort du wokisme. Vous pouvez aller le voir sur le Droit de Vivre. Et où j'expliquais que, d'une part, pour le wokisme, il ne peut pas y avoir de lutte contre les discriminations antisémites parce que, par définition, les juifs seraient des blancs dominants, riches, etc. Et que donc, ils ne peuvent pas être dominés ou discriminés et que donc, l'antisémitisme disparaît. Vous ne verrez jamais dans le wokisme aucune protestation contre l'antisémitisme. Et d'ailleurs... Madame m'a qualifié de wok, je proteste contre l'antisémitisme. Non, mais voilà, premièrement... Et j'en proteste dans mon livre d'ailleurs. Dans mon livre, je proteste contre l'antisémitisme, bien évidemment. C'est la première raison de cet angle mort. La deuxième raison, c'est que, en tout cas en France, on a cette tradition qu'on appelle l'israélitisme, qui est l'idée que les juifs peuvent parfaitement vivre leur judaïsme et notamment leur religion dans la vie privée, mais qu'en tant que citoyens, ils sont français et qu'il n'y a pas à discuter de ça, et que du même coup, on est dans un universalisme qui est constitutif de l'israélitisme français. Les plus universalistes aujourd'hui sont en général les juifs héritiers de cette tradition israélite. Et donc, comme on l'a vu, rien de plus éloigné du communautarisme woke que l'universalisme. Et donc, c'est une raison pour laquelle, me semble-t-il, il y a une certaine antipathie ou distance entre le wokisme et la lutte contre l'antisémitisme. Et la troisième raison, c'est que parmi les woke, on a une grande partie de gens qui sont dans la gauche radicale, qui est une gauche, comme on le sait tous, très antisioniste, et cet antisionisme flirte très souvent avec l'antisémitisme, et on l'a vu d'ailleurs dans la fameuse marche en novembre contre l'antisémitisme, où la gauche radicale, LFI en tête, a refusé de participer. Donc voilà quelques arguments. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, c'est très clair. Mais voilà, c'est un autre débat passionnant. Il y a même beaucoup de gens qui m'ont demandé de l'aborder. Je pense que vous devriez. Oui, mais le problème, c'est l'heure. Et que non, mais pas ce soir, pas avec nous. Mais bien sûr, on l'a déjà abordé, on l'abordera. Je vais proposer à Nathalie Niche de revenir pour qu'on
débattre précisément de cette question-là parce qu'elle est très sérieuse, on a échangé des courriels, je vous ai montré, donc j'ai promis que j'allais vous la poser, mais la manière dont les choses se présentent aujourd'hui font que ce sera l'objet d'un autre débat, on y passera une soirée, ça ne sera pas de trop pour élucider cet aspect des choses, donc je vais vous inviter plutôt à mettre ça très temporairement de côté. Ah oui, bien sûr. Vous pourrez d'ailleurs participer si ça vous intéresse, mais je passe brièvement, s'il y a des questions, si possible brèves, hein, et vraiment des questions, pas je donne mon avis sur, des questions, après quoi les gens pourront poursuivre pendant le pot et la dédicace, et après quoi je vous inviterai à conclure. J'ai deux questions. Peut-être d'abord pour Mme Haenich, parce qu'elle est sociologue. La première, c'est que finalement, vous êtes en désaccord sur beaucoup de choses, mais vous êtes d'accord avec le mot même de wokisme. Et je me demandais si, en tant que sociologue, on n'était pas en train de réunir, si vous voulez, des choses qui sont en fait beaucoup plus hétérogènes que ça. Il y a des choses de gauche, de droite, il y a la question du genre, il y a la question des races, etc. Est-ce que finalement le terme lui-même ne pose pas problème? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est que moi, je suis sur la question du transsexualisme. On n'en a pas parlé parce que vous avez une position finalement sociologique très classique, mais la vraie question, c'est la question de l'assignation du sexe qui se pose chez les woke. Là aussi, on peut critiquer assez facilement le fait, cette idée, vous voyez, que le biologique est une construction sociale au niveau théorique. Mais moi qui interviens par exemple dans le secteur psychiatrique, si vous voulez, aujourd'hui, quand vous avez des adolescents en souffrance qui sont en dysphorie de genre, donc qui se sentent en décalage avec leur biologie, ces gens-là, on les écoute. Et il faut rappeler que dans la psychiatrie, et même dans la psychanalyse, jusque dans les années 80-90, on considérait que ces gens étaient psychotiques, tout comme les homosexuels, jusqu'aux années 70, on considérait qu'ils étaient pervers. Donc la question c'est, est-ce qu'il n'y a pas une question de niveau de généralité, c'est-à-dire on peut critiquer au niveau général, mais il y a quand même, au niveau des cas concrets individuels, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose où c'est un peu plus difficile de faire table rase anti-woke? Oui, non, mais vous avez tout à fait raison sur l'écoute. Il est fondamental d'écouter les adolescents en difficulté de ce point de vue-là, mais entre les écouter et accéder à des demandes de traitements hormonaux, chirurgicaux qui vont les mutiler à vie, en plus aux frais de la sécurité sociale, alors qu'en même temps les militants transactivistes exigent que la dysphorie de genre ne soit pas considérée comme une pathologie, ça fait problème quand même. On est d'accord avec ça. Bon. Donc les écouter, bien sûr, et toute forme d'adolescent en souffrance doit être écoutée par un psy. Et donc un progrès. Oui, il y a un progrès, mais le problème c'est que les transactivistes disent que ceux qui prônent l'écoute des adolescents plutôt que les traitements sont des partisans de la thérapie de conversion quand même, et ils leur font un article 40 au procureur. C'est quand même totalement inacceptable. Une fois encore, on est voilà. sur des excès. Par ailleurs, sur le mot woke, vous avez raison de souligner l'extrême hétérogénéité, mais j'ai montré au début que le croisement du communautarisme et de l'obsession pour la domination est le point commun de toutes ces causes apparemment très hétérogènes, mais qui font l'univers woke, qui font cette espèce de myriade de causes qui ont tout en commun cette double caractéristique. Et du même coup, je pense que le terme woke est parfaitement légitime, d'abord parce qu'il est revendiqué aux États-Unis par les woke. Vous dites vous-même, Romuald, à un moment du livre, qu'il faut que les woke apprennent à revendiquer ce terme-là aussi en France. Bon, donc il a été revendiqué au départ par ceux qui portaient ce mouvement. Ensuite, le mot wokisme a été utilisé par les adversaires de droite pour critiquer les woke, et du même coup, arrivé en France, les deux termes woke et wokisme ont été considérés comme des attaques contre les woke, et du même coup, n'ont pas été revendiqués par les woke eux-mêmes, qui refusent le terme. Moi je dis, on a un phénomène qui est parfaitement défini, qui est parfaitement présent, il faut pouvoir le nommer, et le mot woke est, à mon avis, le mot le plus juste. Alors on parle quelquefois, au lieu de wokisme, de vigilantisme, qui est un bon terme aussi, si on veut éviter. Vous en parlez dans votre bouquin, voilà. Vigilantisme, c'est l'équivalent. Je me permettrai de revenir sur de l'idée de l'éveil, donc on est vigilant, bon, pourquoi pas, on peut bon. Mais moi je me heurte évidemment à ce problème-là, puisque dès que je dis wokisme, on me tombe dessus en disant « Ah, vous êtes trumpiste, vous êtes contre le wokisme ». Bon, voilà. Donc c'est un problème de sémantique. J'espère que tout le monde aura compris ici que je ne suis pas trumpiste et que mon livre est un plaidoyer pour une gauche progressiste, soucieuse de la liberté d'expression et de l'universalisme et de la laïcité. Provisoirement, parce que leur tour, on pourra poursuivre. Je vais répondre brièvement sur ces deux questions. Je voulais juste rajouter, ça va dans le même sens, à la question de Nathalie Hennig. Est-ce que
vous pouvez, est-ce qu'on peut conclure du coup sur des questions d'actualité, comme je vous dis, je suis de très près depuis fort longtemps l'idéologie américaine et ses manifestations politiques de tout genre, si j'ose dire. Donc, de manière sans doute sommaire, mais globale, à l'heure actuelle, Biden est présenté comme s'appuyant sur les milieux woke, de toute nature, même dans une grande confusion de la définition, et c'est un des points de clivage avec Trump, qui lui serait anti-woke. Un des enjeux, je dirais, subliminaux quant à la psychologie de masse américaine à l'heure actuelle tourne autour de ce genre de contradictions. Donc ça va un petit peu dans le sens de ce que vient de dire Nathalie Hennig. Est-ce qu'on pourrait conclure là-dessus pour montrer, grâce notamment à votre livre, est-ce que vous nous expliquez de ce qu'est vraiment le wokisme, singulièrement aux États-Unis, comment justement ça devient un enjeu politique où vont se nouer des choses importantes, puisque tout le monde sait aujourd'hui que c'est la plus grosse, c'est le plus gros scrutin, la plus grosse élection démocratique supposée au monde, qu'elle influe sur beaucoup d'autres choses qui se passent de par le monde. Vous êtes géopoliticien, donc vous savez très bien. Donc, est-ce qu'on pourrait conclure sur la manière dont, y compris les ambiguïtés, les exagérations, etc., que vous venez d'évoquer, vont se retrouver confrontés, même si c'est uniquement dans des représentations et des représentations abusives, dans le combat presque certain aujourd'hui entre Trump et Biden? Oui, tout à fait. Juste pour répondre à votre question précédente quant à la sémantique, oui, en gros, pour également revenir, oui, le wokisme est un ensemble où l'on retrouve des théories diverses, etc. Pourquoi parle-t-on d'ensemble? C'est que la plupart de ces théories ont culminé à un même moment de l'histoire pour des raisons de dynamique sociétale. Donc je pense que, je suis d'accord avec Nathalie, que l'on peut parler, il faut bien donner, comme on parle des Lumières, il y avait tellement d'idées différentes dans les Lumières. La sémantique, vigilant, oui, je pense que c'est intelligent, c'est quelque chose qui pourrait être tout à fait, je ne l'ai pas utilisé, mais j'avais hésité d'ailleurs à le reprendre, c'est quelque chose de tout à fait pertinent. L'accompagnement des psys, il y a un sous-chapitre dessus, bien évidemment c'est un progrès, alors on ne va pas rentrer dans le débat, on n'a plus le temps, sur la transition, etc., ça évidemment on n'est pas d'accord, mais pas totalement, mais bref, on clarifiera après, mais oui, vous avez raison, c'est un grand progrès, c'est quelque chose, comme vous l'avez dit, il n'y a pas si longtemps, on avait mis, enfin, rappelez-vous, le frère de l'empereur François-Joseph qui s'est retrouvé dans un asile toute sa vie parce qu'il se sentait appartenir à un genre différent de celui qui lui avait été assigné à la différence. Le wokisme, la guerre culturelle aux États-Unis, je crois que vous avez tout à fait raison, c'est une bonne conclusion. Nous sommes l'ère, pour le meilleur et le pire, l'ère de la parenthèse occidentale qui a débuté à l'époque de la Renaissance est en train de toucher à sa fin. Donc nous assistons à certaines crispations des populations occidentales, essentiellement aux États-Unis, qui est le pays le plus fragile de par son manque d'acquis sociaux, son manque, l'inégalité grandissante, l'inégalité, enfin, tout ça vous le savez très très bien, mais qui c'est le sujet de mon prochain bouquin, mais qui est effroyable et qui fracture de plus en plus le pays. Donc les crispations sont encore plus fortes aux États-Unis qu'elles le sont en Europe, où encore on résiste très peu de temps, mais encore, donc bien évidemment, les crispations culturelles, et je reviens au tout début quand vous disiez le social n'est pas présent dans le wokisme, d'ailleurs je le dis très clairement, oui, c'est vraiment dommage, les grands activistes, je pense à Alexandria Ocasio-Cortez, etc., grands activistes selon moi, devraient parler un peu plus de social que uniquement de sociétal, ça c'est très clair. Donc oui, crispation autour des grandes idées d'identité et culturelle, donc à travers Ron DeSantis qui a donné le ton et Trump qui suit évidemment, qui va toujours dans le sens du vent, le wokisme, la guerre entre les anti-wok et les pro-wok, sera non pas l'un des enjeux, mais sera sans doute l'enjeu majeur de cette élection. On est vraiment dans un enjeu de civilisation. Biden, vous allez encore dire que, non, une fois de plus, j'essaie de voir le bon grain de livret. Biden a été Biden a été peut-être trop loin. Et malheureusement, cela a donné du crédit à certains anti-wok, etc. Donc oui, cette guerre culturelle entre les conservateurs et les progressistes qui aujourd'hui sont incarnés essentiellement par la mouvance wok sera l'enjeu principal de cette élection.
Si beaucoup de personnes votent pour Trump, c'est de par les idées conservatrices au niveau sociétal qu'il représente. Idem pour ce qui est de Biden. Donc oui, un enjeu d'ordre civilisationnel qui aura des répercussions sur l'ensemble de l'Amérique du Nord et sur l'Europe. Bien, là, on va donc poursuivre. En attendant, merci, bravo. On va poursuivre après autour du pot et pendant